Alors, voyons voir. Est-ce que vous m'entendez correctement? Bonsoir tout le monde. Est-ce que vous pouvez juste me dire dans le chat si le son est correct et que vous l'entendez comme il se doit? Un simple petit OK suffira. Super. Alors, pour ceux qui n'ont pas accès à l'onglet communauté, je sais que vous êtes nombreux. J'ai fait un petit communiqué hier. Ouh là là, où il y a du monde. Ouh là là, ok. Vous arrivez tous en même temps. Je suis désolée, j'ai mis un petit ralenti sur le chat parce que sinon ça va être ingérable. Il y a 150 personnes qui arrivent en l'espace de 10 secondes. Alors, ne soyez pas déçus, s'il vous plaît. Le live avec Carl Zero et l'invité surprise qui était Serge Garde est annulé pour plusieurs raisons. Alors, au début, on a un petit peu tiqué sur l'interview de CNews que vous avez peut-être vu, où la promotion de l'éducation sexuelle a été faite, ainsi que l'apprentissage de certaines choses qu'on ne nommera pas ce soir pour les enfants de 5 et 6 ans. Ça nous a fait un petit peu tiquer. Maintenant, le problème, c'est que derrière, moi, ça, je ne le savais pas, je l'ai vu qu'après, le livre 1 sur 5 qui devait être le sujet de ce soir, la promotion, est un livre qui sera reversé au niveau du gain financier à Innocence en danger. Innocence en danger, nous sommes en contact avec une famille que nous essayons d'aider, dont les 2 enfants ont été victimes. C'est un réseau, ça remonte à des sales personnes comme les Rothschild au Luxembourg. Ces gens ont contacté Innocence en danger, qui a dit oui, on va vous aider. Ils leur ont mis en contact avec Maître Grimaud, l'avocate blonde, là, vous savez, celle qui parle pour Epstein, avec donc la famille. Et ben oui, l'aide, oui, certes, l'aide, sauf que l'aide, il fallait 20 000 €. Donc en fait, une association qui défend les enfants, mais qui demande 20 000 balles pour défendre les victimes. Moi, Innocence en danger, vous savez déjà ce que j'en pense à la base. J'ai voulu ne pas fermer les yeux là-dessus et puis faire la promo du livre. Mais si vous voulez tout ça, ça faisait un peu trop. Donc le live avec Carl Zero est annulé. Même si ça n'empêche pas tout le travail de ouf qu'il a fait, je ne lui jette pas la pierre pour autant. Tous les docs qu'il a fait, c'est le seul journaliste en France. On ne lui jette pas la pierre du tout. Sa pétition a le mérite d'être signée. Les chiffres qui sont dits dans 1 sur 5 méritent d'être connus, mais ça s'arrêtera là. Par contre, ce soir, du coup, je vous ai remplacé par une invitée de marque que beaucoup d'entre vous connaissent et apprécient grandement et que je vous laisse découvrir en mettant sa petite bouille. Et voilà. Salut. Bonjour tout le monde. Donc ce soir, nous accueillons Marion Sigaud, qui elle aussi a fait un travail, je pense, plus qu'exemplaire, plus que beaucoup, au travers de toutes ses recherches, des livres qu'elle a écrits, des conférences qu'elle a faites, des interventions qu'elle a eues. Donc, Marion, je te laisse faire un petit coucou et puis. Bonsoir tout le monde. Merci de m'avoir invité. J'ai toujours plaisir à parler au public, d'autant plus qu'avec ce fichu confinement, ça fait longtemps que j'ai pas fait une conférence, donc maintenant on va faire des conférences comme ça. Mais ça remplacera pas, hein, je sais très bien que ça remplacera pas, mais enfin en attendant, on montre qu'on reste sur le pont et qu'on n'est pas démobilisé. Alors, en avant-première, je veux juste vous dire quelque chose. J'aurais voulu pouvoir vous présenter ce soir un travail de Judith Reisman sur lequel j'ai travaillé avec une petite équipe de volontaires merveilleux qui se sont mobilisés pour traduire. Donc, c'est pas encore prêt, la traduction est faite, le texte est prêt, il manque la vidéo à mettre en ligne. Donc, attendez-vous d'ici quelques jours à voir arriver une vidéo et un texte magnifique de Judith Reisman pour dénoncer le nouvel ordre mondial et la collusion entre le nouvel ordre mondial, Kinsey et l'Institut Rockefeller. Voilà, c'est pour très bientôt. Donc, peut-être qu'on peut commencer sur une petite nouvelle qui pue la merde. Aujourd'hui, donc on en a parlé là juste avant, aujourd'hui, ils ont proposé une loi qui va passer à l'Assemblée qui propose le consentement, non pas à 15 ans, non pas à 16 ans, mais à 13 ans. Puis un jour, ça va arriver 10 ans, puis un jour, ça sera à la maternelle. Je veux dire, ils veulent absolument, mais c'est une honte, c'est une honte. Et derrière tout ça, tout ce que sous-tend ces tentatives régulières d'abaisser l'âge du consentement des enfants
pour obtenir qu'on puisse avoir des relations sexuelles avec eux, tout ça c'est sous-tendu par l'éducation sexuelle à l'école. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on pourra dire qu'un enfant a été prévenu parce qu'il aura reçu une éducation sexuelle à la sexualité, maintenant on dit à l'école suffisamment tôt, le consentement sera acquis si l'enfant s'est pas débattu et s'il n'y a pas eu violence. Bon, ben c'est une avancée de l'agenda pédophile, c'est ignoble, c'est absolument ignoble. La loi est faite pour protéger une société organisée, c'est une société qui est là pour protéger ces éléments les plus faibles. Si on ne protège pas les enfants, on est une société de barbares, on est une société de dégueulasse, quoi. Et abaisser l'âge du consentement, c'est une honte. C'est une honte. Voilà. Alors, mais bien sûr, les enfants sont sexualisés de plus en plus jeunes, mais c'est ça justement qu'il faut arrêter. C'est ça qu'il faut arrêter. C'est à ça qu'il faut mettre un frein. Les enfants sont sexualisés de plus en plus jeunes. Il n'y a pas à sexualiser les enfants d'ailleurs. Il y a à aucun âge. Un enfant, c'est l'être humain d'avant l'activité sexuelle. Donc, il faut arrêter de sexualiser les enfants. Et sous prétexte qu'ils sont de plus en plus sexualisés par l'agression pornographique permanente, on dit, bon, ben maintenant le mal est fait, donc il faut baisser l'âge du consentement. Non, faut pas le baisser. Faudra le remonter. Faut arrêter avec ça. Faut arrêter. Le sexe, c'est pas fait pour les enfants. Derrière toute cette sexualisation des enfants abominable, il y a l'alpha et l'oméga de tout ça, c'est les travaux de Kinsey. Et on sait que Kinsey était un pervers, on sait que ses travaux n'en étaient pas, on sait qu'il a obtenu ces pseudo-découvertes en torturant des enfants, en les faisant violer par un pédophile, excusez-moi, je vais vous donner des détails atroces, un pédophile qui avait un membre énorme et qui a violé des centaines et des centaines de gosses, et les hurlements de ces malheureux gamins qui essayaient de s'enfuir ont été répertoriés par Kinsey comme des orgasmes. Et c'est à partir de là qu'on dit les enfants sont sexuels dès la naissance. Et c'est à partir de ces pseudo-découvertes que on prétend il faut protéger les enfants de la sexualité violente en les initiant à la sexualité consentie. Un enfant n'a pas à consentir à une relation sexuelle. Tout ce qui fonde la justification de l'éducation sexuelle à l'école, ce sont des mensonges qui ont été élaborés sur un crime de masse, parce que Judith Reisman estime à plus de 2000 les enfants qui sont tombés entre les mains de ces pervers abominables qui en ont fait des expérimentations atroces pendant des années, et c'est ça qui sert de base à la justification de l'éducation sexuelle à l'école. Donc, je pense qu'il faut maintenant être suffisamment clair. Tout ce qui sous-tend cette justification de l'éducation sexuelle, ce sont des crimes. Il faut maintenant dénoncer ces crimes et arrêter avec le sexe et les enfants. Le sexe est l'affaire des adultes. Les enfants n'ont pas à être sexués. Alors maintenant, si les enfants sont agressés en permanence par la pornographie, ce qui est une réalité, ben il faut se battre contre la pornographie. Il faut interdire la pornographie. Si les gens ont envie de faire des cochonneries chez eux, ça les regarde. Je veux dire, on n'a pas à s'immiscer dans la vie intime des gens. Mais la pornographie sur Internet, c'est pas la vie intime des gens. C'est l'espace public. C'est l'espace public. Et exactement. Maintenant, c'est contre la pornographie qu'il faut se battre. Alors, on va se battre contre la pornographie en montrant de la pornographie aux jeunes. Non, mais puis quoi encore? Non, mais c'est n'importe quoi. On va lutter contre le crime en commettant des crimes. On va lutter contre le vol en légalisant le vol. C'est quoi? C'est exactement ça, surtout que, on en a parlé, hein, mais aujourd'hui, les sites internet, moi, la solution, je peux vous la donner, elle est très simple. Déférencement total. Déférencement. C'est-à-dire que vous allez sur Google, vous ne tombez plus dessus. Sauf si les sites sont autorisés. Et de quelle manière pourrait-il l'être? C'est très simple. Inscription obligatoire avec une carte bleue. Alors vous allez me dire, il y a encore des gamins qui peuvent aller chercher la carte bleue des enfants, des parents, tout ça, mais ça reste déjà un très gros frein, une très grosse barrière. Ouais. Et puis, je pense pas qu'un enfant de 11 ans, 12 ans va aller s'amuser à aller voler la carte bleue des parents pour pouvoir la rentrer dans un site internet. Et quand bien même, vous savez que sur YouTube, Facebook et compagnie, pour même ouvrir un wallet pour le crypto-monnaie et tout ça, on vous demande des selfies, on vous demande des vidéos, il y a un opérateur derrière qui va regarder que c'est bien vous avec votre carte d'identité dans les mains, des choses comme ça. Pourquoi on ferait pas la même chose avec les sites porno? Et les sites porno qui refuseraient de le faire sont complètement déréférencés de Google. Les enfants ne tombent plus dessus, terminé, au revoir. Donc après, faire le raccourci et dire on va donner, plutôt que de faire ça, qui est très simple, c'est vraiment très simple. On arrive à bannir tout le monde.
En Mais trois, on en arrive à trois bannir doigts. tout le monde. On arrive même à bannir le président des États-Unis qui fait un tweet. On le censure et on ne pourrait pas censurer la pornographie. Qu'est-ce que ça veut dire? Exactement. On sait très bien. La pornographie, elle fait partie de l'agenda pédophile, de l'agenda du nouvel ordre mondial. La pornographie, c'est pas un truc qui est arrivé comme ça et puis qui s'est développé sans qu'on y regarde. Il y a un programme derrière ça. Il y a un programme. Il paraît que je suis complotiste. Bon, ben, j'assume. De toute façon, si c'est pas un complot, c'est le hasard. Et on sait très bien que c'est pas le hasard. Donc, il y a un agenda d'abord pour salir le sexe, parce que moi, je voudrais que les choses soient claires. C'est pas le sexe qui est sale, c'est ce qu'on en fait. Hein. Moi, je trouve que le sexe, ça relève de l'amour, de l'intimité et de la vie. Donc ça, c'est beau. Avec la pornographie, on fait du sexe quelque chose de laid, de moche, de violent, de morbide, de mortel, souvent de plus en plus, d'abominable. Et ça tue l'amour, ça tue l'enfance, ça tue notre humanité, C'est vraiment la chose contre laquelle il faut se battre. Et alors, on arrive à couper la chic au président des États-Unis quand il s'adresse aux citoyens américains, et on pourrait pas couper la chic au site porno. Qu'est-ce que ça veut dire? Exactement. On peut censurer plein de gens et les déréférencer. Mais oui, on n'arrête Et par pas. contre, on peut pas dégager le porno. Alors après, pour ceux qui se posent la question, parce que légitimement, il y en a qui comprennent pas, pourquoi l'éducation sexuelle, au-delà du fait que c'est l'agenda de l'élite pédophile de toute façon, pourquoi principalement c'est de la merde qu'il faut absolument interdire? Tout simplement que aujourd'hui, le fait que les enfants, même jeunes, aient entendu parler de la sexualité à l'école, ça fait que devant un juge, lorsqu'ils sont violés, la première chose qu'il faut prouver, c'est son non-consentement. Et je vais vous donner l'exemple de l'école maternelle de Cormier, où le directeur en a violé une vingtaine ou une trentaine, que tout a été classé en non-lieu parce que le juge a dit ils ont déjà entendu ça à l'école, ces propos qu'ils ont utilisés, donc ils connaissent, donc ils peuvent mentir, donc ils inventent, donc non-lieu. Donc on utilise l'éducation sexuelle à des fins de légalisation de la pédophilie en sous-marin, et devant les juges, on classe en non-lieu. C'est exactement le but. Voilà. Dire qu'un enfant, il faut prouver son non-consentement. C'est ça le problème. Enfin, c'est pourtant pas difficile à voir. Un gosse, sauf s'il a été traumatisé, ils le sont, des enfants traumatisés de plus en plus jeunes par des images, je veux dire, des trucs dégueulasses qui arrivent sur les écrans sans qu'ils en demandé. Un gosse qui n'a pas encore été traumatisé, s'il voit quelque chose d'indécent, il tourne immédiatement le regard. Il ne veut pas regarder. D'ailleurs, il n'y a pas que les enfants, je veux dire, logiquement, moi, si je tombe sur une scène que je suis pas censé voir, par exemple, si je me balade et puis que je tombe sur un couple, ben, je regarde ailleurs. Je veux pas aller mater. Le réflexe quand on entre dans l'intimité des autres, c'est de détourner le regard. C'est un réflexe normal, ça s'appelle la pudeur. On est tous pudiques. Donc, si on cesse de l'être, c'est qu'il y a une espèce de guerre qui est menée contre la pudeur et la décence pour faire de nous des consommateurs d'un sexe absolument déshumanisé, immonde, morbide. C'est morbide, tout ça, c'est morbide. Toute la pornographie, elle tourne autour de la souffrance, de la mort, de la souffrance. La pornographie fait du sexe un instrument de souffrance et de domination. Ben, c'est pas ça. Moi, j'aime mieux l'amour. Non, est-ce qu'on peut, quand on regarde des scènes, bon, alors j'en ai regardé il y a longtemps, il y a peu de pornographie, ça fait belle lurette, je n'ai pas regardé ça, mais j'en lis des comptes rendus, il paraît que c'est de plus en plus violent, de plus en plus humiliant, de plus en plus abominable. Mais de ce que j'en ai vu du temps que j'avais accès à ces trucs-là, c'est tout ce qu'on veut sauf de l'amour. C'est pas ça faire l'amour. Un jour, faire l'amour n'aura plus de sens pour ce genre de sexualité-là. Or, le sexe, c'est fait pour l'amour. L'amour de la vie, l'amour de l'autre, l'amour de son conjoint et l'amour des enfants qui y viennent, quoi. Voilà, c'est ça. Et l'amour, ça relève de l'intimité. Donc, si c'est intime, ça n'a pas à être filmé, ça n'a pas à être exhibé comme ça. Je me souviens, il y a quelques années, j'avais eu vent d'un jeune qui s'était suicidé. C'était un jeune homosexuel qui avait été filmé, enfin il avait suivi un plan drague et il avait suivi un type et un jour il avait trouvé ses ébats sur internet, ben, il s'est jeté d'un pont. Ça s'appelle la pudeur. Alors on est libre, on couche avec qui on veut, on fait ce qu'on veut et tout, puis sauf que si on voit que c'est exhibé, eh ben on perd son honneur, on perd sa dignité, on perd son estime de soi et on se balance sur un pont. On se balance d'un pont. Ah, eh ben ça veut dire que la personne la plus libérée, la plus émancipée, hein,
pour reprendre les paroles de l'ennemi, le vocabulaire de l'ennemi, il lui reste de la pudeur, il lui reste de la dignité, et quand il l'a perdu, ben, quelquefois, il a perdu la vie. Voilà. Donc, le respect de la pudeur, c'est pas mal. Vous savez, il y a un crime qui s'appelle l'attentat à la pudeur. Ça existe encore. Ça existe encore. La pudeur, ça existe encore. Et c'est la pudeur des enfants qu'on brise et c'est ignoble. C'est vraiment ignoble. Alors, 13 ans, puis après 12 ans, puis après 11 ans, puis après, il n'y aura plus de limite. Non, mais on les arrêtera avant, ne vous inquiétez pas. Ça va durer moins longtemps que les impôts, ces affaires-là. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quand même des choses qui sont en train de se passer au niveau international, au niveau mondial, qui font que ça va être le pied dans la fourmilière et que ces réseaux-là vont tomber. Hein. L'affaire Epstein, elle n'est pas arrivée par hasard. Elle n'est pas arrivée par hasard. Et incidemment, moi, je crois, je soupçonne que Epstein, il n'est pas mort du tout et qu'il collabore. Je ne sais pas ce que vous en pensez sur le chat, mais moi, j'ai l'impression que Epstein, il n'est pas mort du tout. Eh oh, je vous entends pas. Ah. Bon, je crois que tu es revenu. Ça marche? Ouais, bah, Alors, j'ai parlé dans le vide, là? Non, 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 tu parlais pas dans le vide. C'est moi qui ai été déconnectée. Bah, ça arrive assez régulièrement quand on est en live. Moi, il m'aime pas. Hein. Il m'enlève le micro, il me déconnecte. Bon, on va essayer d'être poli ce soir. Sinon, je leur dirais bien d'aller se faire enculer, mais on va éviter. Oh non. Mais bon, toi, tu étais toujours là. Il n'y a pas de souci. Tout le monde t'entend. Il n'y a que moi qui a été kické. C'est bon, on est de retour. Enfin, en tout cas, moi, je suis de retour. Toi, tu n'es jamais parti, normalement. Très bien. Du coup, j'ai pas entendu, on va dire, la dernière minute. Hein, on a été dégagé du live. Bon, bah écoute, je sais plus où j'en étais. Je sais plus où j'en étais. J'ai dit coucou, où êtes-vous? Non, non, toi, tu Pas de étais réaction. toujours là. C'est moi qui a été viré. C'est assez régulier de toute façon. Non, Oui, non, alors moi, ça commence. J'étais en train de parler d'Epstein. J'ai dit que moi, mon impression, c'est que Epstein est toujours vivant et qu'il collabore et qu'il n'a pas pu se suicider. De toute façon, le cadavre qu'on a montré, c'était pas lui. Donc, si c'était pas lui, il est où? Donc, à mon idée, il est toujours vivant, il collabore. Parce que je pense que c'est comme ça que fonctionne la justice américaine. Quand ils prennent un gros poisson, ils lui proposent la perpète ou la corde ou bien la collaboration. Et je pense que Epstein, il a tout intérêt à collaborer. Donc c'est mon idée. C'est mon idée, c'est qu'il est en train d'aider la justice américaine et que j'ai l'impression que toutes ces choses-là, ça va arriver, ça va avoir un terme. Ça va avoir un terme. Moi, j'ai étudié en histoire ce que c'est que les réseaux pédophiles en histoire. Ça a toujours fonctionné dans le secret le plus absolu, le secret le plus total. Maintenant, ces affaires-là sont sur la place publique, on en parle de plus en plus. Moi, je vois par exemple le chemin parcouru depuis ces 30 dernières années, donc c'est évident que ça va s'effondrer. Ça ne pouvait continuer que si le secret était maintenu. Et le secret n'est plus maintenu. Enfin, c'est le secret, c'est qui fait quoi. Mais sur la réalité des horreurs commises, il y a quasiment plus de doute là-dessus et les preuves se sont accumulées. Donc je pense que nous allons, enfin ma génération peut-être pas, en tout cas la vôtre, tous ceux qui sont derrière moi, je pense que vous allez voir la libération et vous allez voir la condamnation de tous ces salauds. Je pense qu'on ne sera pas battu en vain. Ça fait du bien, hein.
Ça fait du bien. Je suis assez optimiste de ce point de vue-là. Même si je ne suis pas du tout sûr que moi, je le verrai. J'en sais rien. Moi, j'ai 70 ans, donc j'ai fait le plus gros. Hein. J'ai fait le plus gros. Mais ça peut aller très vite. Ça peut aller très vite. Je pense que tu as raison, mais je pense que tu seras là. Je pense que ça va pas être aussi long que ça. Espérons. Maintenant, Maintenant, comme on en parlait juste avant, l'hypersexualisation des enfants est un gros souci, fait partie de l'agenda, Oui, parce tout à que fait. Ouais. on avait montré un papier qui datait des années 60 à peu près, qui avait été remis au Canada, parce que le Canada, c'est un peu le chien des États-Unis. C'est un peu Mhm. là-bas que toutes les expérimentations sont faites. C'est là-bas que le premier hôpital, donc le Allan Memorial Hospital, avait été installé d'ailleurs pour faire les premières expériences de MKUltra, par l'entremise Mhm. Mhm. de Trudeau père. Et en fait, à cette époque-là, ils ont remis un espèce de dossier qui avait été fait par des scientifiques et par des médecins et tout ça, avec un agenda très clair, c'est la libération de la femme, le féminisme, l'homosexualité, la pilule. Et il fallait, en gros, il disait que le sexe devait devenir un hobby et un loisir et non plus un moyen de se reproduire, de sorte à ce que les gens, justement, le Exactement. considèrent comme un loisir. Mhm. Et voilà, c'était, il faut, je suis désolée, je vais parler vulgairement, baisons, 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 avortons, 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 prenons la pilule. Le sexe, ce n'est du fun. Voilà, en C'est oubliant dans- l'aspect premier. l'article 1, c'est même pas l'article 1, c'est le premier paragraphe du préambule de la Déclaration internationale des droits sexuels. C'est déconnecter la sexualité de la reproduction et la reproduction de la sexualité. À quel titre? À quel titre? À quel titre? Exactement. Et le C'est porno pour fait partie de détruire, ça c'est pour d'ailleurs. détruire. Et ça déconnecte également le sexe de l'amour. C'est ce que je disais tout à l'heure. Une société où le sexe est une activité de loisir, il n'y a plus d'amour possible. Il n'y a plus d'amour possible. Parce qu'il n'y a pas d'activité sexuelle sans l'autre. Donc, si l'autre est un objet, on ne peut pas à la fois utiliser l'autre comme un objet et l'aimer. C'est l'un ou c'est l'autre. C'est l'un ou c'est l'autre. L'amour implique le respect, ça implique la retenue, ça implique tout. Et tout ce qui n'est pas dans l'utilisation enfin, la considération que le sexe peut être une activité de loisir. Et c'est monstrueux. Tout ce que j'ai lu dans les déclarations des droits sexuels, c'est il faut se débarrasser de la morale inopportune. Pourquoi la morale est-elle inopportune? La morale, c'est ce qui permet aux hommes de vivre ensemble. C'est le système de valeurs reconnu et partagé par les uns et les autres qui permet de vivre ensemble. Alors il faut éliminer la morale. Ça veut dire que dans une activité qui implique l'autre, la morale n'a pas lieu d'être, mais alors elle a lieu d'être où? Alors on va supprimer la morale, c'est ça qu'ils veulent. On va supprimer la morale et on va devenir tous des consommateurs, des barbares, des machines, des machines. Et c'est l'amour qui est en cause. C'est l'amour qui est détruit. L'amour, c'est-à-dire le don, la gratuité, l'élan vers l'autre, l'aspect divin et sacré de la chose. C'est ça qui est éliminé. C'est bien ça. C'est bien ça. C'est bien pour qui? C'est bien pour qui? Moi, ça fait un moment que je me rends compte que les jeunes, parce que depuis que j'ai commencé à avoir une petite notoriété, j'ai rencontré beaucoup de jeunes et notamment pas mal de jeunes filles qui sont venues se confier à moi. Elles sont désespérées. Elles sont désespérées. Elles continuent de rêver à l'amour. Elles continuent de rêver de fonder un foyer et on leur demande de se coucher là et c'est pas ça qu'elles veulent. Et c'est pas ça qu'elles veulent. Et c'est pas ça qu'on veut. C'est pas ça que les gens veulent. On se, on se, on se ment à soi-même en menant des vies comme ça. L'amour, l'amour, c'est la plus belle chose qu'on puisse faire et le sexe sans sa raison d'être, c'est le sexe sans amour. Et le sexe sans amour, c'est la vie sans amour, c'est sans intérêt. C'est une monstruosité qu'ils sont en train d'achever de construire parce ils ont pas commencé hier matin. Hein. Ils n'ont pas commencé hier matin. Ça fait un moment que l'agenda est sur le tapis là. Donc ils sont quasiment en train d'aboutir. Et c'est là qu'il faut les arrêter. Je pense qu'on va les arrêter. Enfin, on va. Ils vont être arrêtés. Je le crois. On va. Je pense que chacun à notre manière, on apporte la petite pierre qui leur atterrit sur le coin de la tronche. Oui, moi je Donc, pense que je crois beaucoup à l'action collective. Vous savez, c'est même mieux que l'action collective. Chacun de son côté, chacun fait sa pierre. Vous savez, c'est l'histoire du colibri. Je fais ma part. Je fais ma part.
chacun fait sa part et au bout du compte, ça se rejoint pour la grande cause commune. Je suis étonnée de voir toutes les collaborations qui se font maintenant sur Internet, les gens qui ouvrent de nouvelles chaînes avec des nouvelles traductions, avec des nouvelles compétences qui sont mises à la disposition de tout le monde. C'est extraordinaire. Il y a un bouillonnement d'humanité de désir et d'action en direction du bien commun qui sont étonnants en ce moment, étonnants, et qui contrastent avec l'horreur dans laquelle on est en train de nous entraîner là. C'est abominable, c'est abominable. Et la sexualisation des enfants, c'est le plus abominable. Je pense que c'est le sommet là. Enfin, c'est pas le sommet, c'est le tréfonds. c'est le bout du bout c'est le bout du bout de l'horreur. Exactement. Et puis faites attention, chacun d'entre vous, quand vous avez des enfants, il y a des petites choses où vous dites: «Ah ça, c'est pas grave». Mais en fait, le problème, c'est que c'est des petites accumulations qui font que vous jouez quand même le jeu du système. Vous lui achetez un petit t-shirt au-dessus du nombril, vous voyez? Bon, après, bon, ils ont 15 ans, 16 ans. Ouais. Je peux presque comprendre maintenant. Quand c'est un peu plus jeune, c'est des petits trucs où vous vous dites: «Bon, c'est pas grave». Mais en fait, c'est des petites accumulations de «c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave». Ouais, Vous rentrez dans le game et très clairement, vous leur donnez du matériel à remporter des victoires qu'il ne faut absolument plus qu'ils ne remportent aujourd'hui. Ouais, tout à fait. Le téléphone, alors je comprends, le téléphone, je sais que c'est un gros problème. Moi, j'ai des embrouilles régulières avec, les personnes que je considère énormément dans ma vie. Ouais, mais bon, si la petite, et tout, elle a un problème, elle a pas de téléphone et tout. Ouais, mais enfin, aujourd'hui, il est quand même possible, je suis désolée, je sais que ça fait ringard, après il va y avoir des à l'école et tout, mais c'est aussi, je pense que quand vous avez des enfants à l'école, vous parlez des fois avec les parents, vous pouvez peut-être leur faire comprendre que votre position est meilleure que la leur. Quand vous donnez par exemple un vieux téléphone encore en noir et blanc qui n'a pas accès à internet à votre enfant, c'est déjà pas mal parce que vous voulez qu'il soit joignable et qu'il puisse vous joindre, ça suffit. Il y a pas besoin de lui donner un smartphone qui a accès à Facebook, Instagram. Je vous rappelle quand même que tout ça, les Facebook, les Instagram, Google et ça reste des outils très clairement, dont les bureaux principaux, dont les datas et tout ce qui se trouve sur les serveurs, c'est chez la CIA que ça va. Ouais, absolument. OK? C'est comme ça où on arrive à manipuler les foules. Même les gens réveillés, on arrive à être manipulés. Même nous, même, moi, toi, tout le monde sur le chat, vous pouvez tous être manipulés d'une manière ou d'une autre. Évitez à vos enfants d'en être victimes. Essayez de lui faire comprendre dès que il ou elle a l'âge et essayez de le protéger un maximum et autant que vous le pouvez, jusqu'à ce que vous le pouvez. Même s'il y a l'influence des copains, des copines. Ça, c'est ce que les parents peuvent faire dans l'état dans lequel le système se trouve à l'heure actuelle. Mais il y a quand même un combat contre la pornographie qu'il faut absolument mener. Il y a un combat contre la pornographie qu'il faut mener. Ils nous ont montré à quel point ils sont efficaces pour censurer ce qu'ils veulent censurer. Maintenant, il faut exiger que l'accès à la pornographie soit difficile. C'est tout. Difficile. Et puis, vous savez, Judith Reisman, elle l'explique très bien. Est-ce que vous croyez qu'il y a une fille saine d'esprit, bien dans sa peau, issue d'un milieu où elle a été épanouie, qui va faire du porno? Vous croyez qu'on va faire du porno quand on est bien dans sa tête? Attendez, moi j'y crois pas. J'y crois pas. J'y crois pas. Je crois qu'il faut être déjà brisé et déjà avoir perdu sa dignité pour faire des trucs comme ça. Alors je dis pas qu'on peut pas s'en sortir, hein, moi je crois à la rédemption, hein. Mais je pense vraiment que la carrière d'actrice ou d'acteur porno, ce sont des carrières qui sont sur des gens déjà brisés. Et de quel droit on va faire de l'argent et on va faire une industrie sur une activité de gens qui sont sur le malheur brisés. des autres. C'est vraiment, c'est inadmissible. C'est inadmissible. Je pense à Judith, parce que Judith Reisman, bon, que j'aime beaucoup, hein, c'est pas un scoop. Elle avait été interviewée au Canada, au Québec, et le monsieur qui l'interviewait lui disait, mais enfin, de vous à moi, quel mal y a-t-il pour un couple qui s'entend bien de se stimuler en regardant du porno? Il dit, mais en regardant du porno, c'est-à-dire en jouissant de la déchéance de quelqu'un d'autre? Ça vous va? Ça vous convient? Et il dit non, c'est tout, point barre. Point barre. L'amour, c'est l'aphrodisiaque le plus violent. Il n'y a pas besoin de tous ces artifices. S'il y a ces artifices, c'est qu'il n'y a plus d'amour, et s'il n'y a plus d'amour, c'est qu'on l'a détruit. L'amour, ça se fabrique, ça se construit, ça s'entretient, enfin, quand même. D'ailleurs, le porno il y a énormément ça serait intéressant d'avoir un jour une statistique, je pense qu'on l'aura jamais, mais il y a énormément de victimes de pédophiles
dans le porno. Je vais vous bien sûr. donner un simple exemple, c'est Annette Lucas. Annette Lucas le disait, et elle n'est pas la seule, qu'une fois qu'ils grandissent et qu'ils sont adultes, la seule dont on leur a appris à être en contact avec les autres, c'était de se vendre. Et Bien donc du sûr, coup, ils bien sûr. reproduisent un schéma auquel ils ont été Oui, habitués oui. parce que leur esprit, leur amour, leur cœur a été fractionné en 1000 morceaux et du coup, ils ne Mmh. connaissent que ça, donc ils le reproduisent. Elle en parle Mmh. très bien, allez voir la des interviews de Annette Lucas, vous allez vraiment comprendre de quoi il s'agit et elle est loin d'être la seule. Bon, en plus, il y a pour revenir sur le porno, du point de vue du spectateur, c'est une fabrique à impuissants. C'est une fabrique d'impuissants. La personne qui va être, alors je cite toujours Judith Reisman, c'est pas moi qui ai fait l'étude, mais c'est elle, hein, ça fait quand même 40 ans qu'elle est sur le pont. Des études montrent que plus on est jeune à regarder du porno et plus on est absolument incapable d'avoir une vie amoureuse. On ne peut éprouver d'instinct sexuel, enfin d'émotions sexuelles, que sur des trucs de plus en plus alambiqués, de plus en plus violents, de plus en plus tronqués, de plus en plus artificiels. Et la plus belle fille du monde leur fait plus rien. Leur fait plus rien. C'est une fabrique d'impuissance, c'est une fabrique de. C'est monstrueux, c'est monstrueux. Et vous savez, ça fait partie de l'agenda. Les hommes sont trop nombreux, faut en supprimer. Si on fait plus l'amour, on fera plus de bébés. Si on fait plus de bébés, on se reproduira plus. Bon, moi, j'ai pas de leçon à donner parce que je n'en ai pas fait. C'est pas que j'aurais pas voulu, mais enfin bon, on va pas parler de ma vie. Mais c'est beau de faire des bébés. C'est beau de faire des bébés. Et maintenant, alors, si par malheur vous êtes une femme est enceinte, il faut absolument qu'elle se précipite pour avorter. Mais bientôt, si les hommes continuent comme ça, il y aura plus de géniteurs non plus. Je veux dire, c'est ça le but. C'est ça le but. Le but, c'est qu'il n'y ait plus d'humanité. Moi, j'aime bien l'humanité. J'aime bien les gens. J'aime bien les hommes, les femmes, j'aime bien l'humanité. J'ai envie qu'elle se reproduise, j'ai envie qu'elle soit prospère, j'ai envie qu'elle soit heureuse. J'ai pas envie qu'elle soit confinée et transformée en bête à consommer du sexe de plus en plus violent, de plus en plus dégueulasse et de plus en plus immonde. Vous croyez pas que c'est ça qu'il faudrait revendiquer maintenant? Le sexe, faut que ça redevienne beau. Faut que ça redevienne beau, faut que ça redevienne dans l'intimité, faut que ça revienne dans l'intimité et dans le couple. Ça se fait pas à plusieurs. Un couple, c'est 1 + 1, point. Pas besoin de troisième. Ni de quatrième. Maintenant, mais attendez, c'est fou. On montre au monde des partouzes à combien? Non, attendez, c'est abominable. C'est abominable. Vive l'amour. C'est l'amour qu'il faut réhabiliter. Non? Vous êtes là? Je vous entends pas. Bon, bah écoutez, qu'est-ce que je pourrais vous dire? Alors, il paraît qu'il faut que je continue toute seule. J'aime bien avoir un peu de répondants. J'aime pas avoir le sentiment de parler toute seule. Bon, je voudrais vous parler un peu des découvertes que j'ai faites en histoire, parce que ce qui s'est passé hier se continue de se passer aujourd'hui. J'ai découvert que les grands secrets de l'ancien régime et de toutes les grandes bagarres qui ont ébranlé le trône, qui ont ébranlé le règne de Louis XV et qui ont mené à la Révolution française, ça s'est fait beaucoup sur un chantage aux mœurs, et pas seulement aux mœurs du roi, parce que le roi Louis XV, il est avéré qu'il couchait avec des filles qui n'avaient pas tout à fait l'âge, il les cherchait pas, on les mettait dans son lit et il consommait. Mais il y a eu beaucoup plus conséquent que j'ai découvert, c'est qu'en fait, l'équivalent des services sociaux de l'époque, ça s'appelait l'hôpital général, c'est l'équivalent de la sécurité sociale, de l'ASE, de tous les services sociaux. C'était une institution qui s'appelait l'hôpital général, dans lequel les pauvres étaient enfermés de force, qui étaient tenus de main de maître par les magistrats qui s'opposaient en permanence à l'autorité centrale, celle du pape et celle du roi. Et dans cet hôpital général, j'ai mis à jour que des milliers, des milliers et des milliers d'enfants étaient trafiqués. C'est-à-dire que le siècle de Louis XV euh, euh,
a été traversée par une abomination qui est le trafic d'enfants à l'hôpital général. Alors, c'est pas parce que je l'ai découvert au XVIIIe siècle que ça n'existait pas avant. Je pense que ça a toujours existé. Je pense que dans l'histoire, il y a énormément d'affaires de pédophilie qui ont créé des scandales absolument ignobles, abominables. Je pense à l'affaire Gilles de Rais. Gilles de Rais, qui était un grand militaire, un grand noble. Il avait été compagnon de Jeanne d'Arc, d'ailleurs, en son temps, et qui a été condamné pour avoir enlevé, sodomisé et massacré des dizaines et des dizaines et des dizaines d'enfants que leurs parents battaient la campagne pour retrouver. Enfin, Je suis de retour. C'est une histoire absolument abominable. On a fait d'ailleurs, il y a des gens qui se sont amusés à faire de l'affaire de Gilles de Rais un héros, figurez-vous. Savez-vous qu'en 1994, au Sénat, le Sénat a fait relâche pour s'amuser pendant plusieurs jours à faire un procès en réhabilitation de Gilles de Rais. Gilles de Rais, qui était un grand pédocriminel, qui a massacré, sodomisé, éventré, atroce, des dizaines et des dizaines d'enfants enlevés sur le chemin de l'école par ses sbires, et vous avez des gens qui se sont amusés à réhabiliter Gilles de Rais. Savez-vous pourquoi? Parce que Gilles de Rais, comme il a été condamné par l'Église, il n'a pas été condamné à mort par l'Église, mais condamné par l'Église dans l'absolu pour tout ce qu'il avait fait, comme l'Église c'est l'ennemi, eh bien c'est donc qu'il était innocent. Donc si l'Église vous dit que Gilles de Rais était un pédophile, comme c'est l'Église qui a tort, il faut réhabiliter Gilles de Rais. Vous imaginez? Des sénateurs français se sont amusés à réhabiliter Gilles de Rais, et des historiens amateurs sont venus témoigner à charge contre Gilles de Rais et à prendre la défense des malheureux parents. Alors les parents qui étaient venus se plaindre, on les a tournés en dérision, on s'est foutu d'eux, enfin c'est absolument épouvantable. On s'est amusé donc en 1994 à faire un bond de 5 siècles et à réhabiliter un pédocriminel absolument atroce, abominable. Et bien ceux qui ont accepté de jouer le jeu des avocats des parents ont été menacés, hués, ils ont reçu des menaces chez eux, enfin voilà. Ça, c'est la République. Ça, c'est la République. 1994, c'est pas vieux, hein? Pas vieux, 1994. Bah moi, j'ai été en 1413 pendant 5 minutes. Hein. Je suis désolée, on m'a coupé l'électricité. Ah bon? Alors, je déconne pas, on me coupe Internet et après. Mais alors là, par contre, ça fait quand même un petit peu flipper parce que c'était carrément l'électricité qui a sauté. J'ai vu la lumière gentiment s'éteindre. J'ai dit, oh putain, merde. Donc voilà, 5 minutes de coupure d'électricité. Je ne saurais pas trop vous dire comment ça se fait. C'est un peu bizarre. Mais enfin voilà. Hein. Je sais pas, peut-être que dans 2 minutes, ils vont lâcher une bombe atomique sur mon appartement. Je sais pas, j'espère que non. Prions bon Dieu. Voilà. Alors ça, c'est quand même taré. Bon, enfin voilà, juste petite mention. Mais oui, mais justement, alors parce que vous savez que Marion, c'est une grande historienne. Oh, grande. Je suis juste 1m78, hein, pas plus. Ouais, alors, moi, 1m77 d'ailleurs. Je vous le dis, c'est une grande historienne. Moi, il y a quelque chose que j'aime particulièrement, c'est justement appeler Marion et parler des heures d'histoire. Je trouve ça fabuleux, elle est passionnante. Et c'est grâce à l'histoire qu'elle a découvert tant de choses. Donc vas-y, justement, si tu veux, au sujet que ça soit des réseaux et je crois avoir entendu que tu étais un petit peu là-dessus, mais beaucoup, je suis un peu beaucoup là-dessus. Enfin, je l'ai été. Non, je veux dire là avant que j'arrive à revenir. Ah, d'accord. Oui, bah oui. Alors j'ai parlé de Gilles de Rais, j'ai parlé de cette réhabilitation qui a été faite en 1994 dans les locaux du Sénat à Paris, et un procès en réhabilitation de Gilles de Rais, qui est un pédocriminel absolument abominable. Et on s'est amusé à le réhabiliter. Et on a estimé qu'il était innocent puisque l'Église l'accusait. Attendez, c'est francs-macs qui sont complètement malades. C'est cette haine du christianisme. Puis alors après, on va accuser l'Église de tous les maux. C'est vraiment n'importe quoi. C'est vraiment n'importe quoi. Donc moi, ce que j'ai découvert, alors il y a le procès de Gilles de Rais, mais il y a surtout ces horreurs qui sont faites à l'hôpital général, et l'hôpital général, c'est l'ancêtre des services sociaux. Et l'idée, et c'est ce qu'on retrouve maintenant, l'idée c'était si les parents sont défaillants parce que trop pauvres, c'est l'institution qui va s'occuper des enfants. Les parents sont déchus de leur autorité parentale, et c'est ce qu'on voit de plus en plus maintenant. Et c'est l'institution qui va s'occuper des enfants. Puis, quand on suit les enfants à la trace, on se rend compte que l'institution a une drôle de manière de s'en occuper.
drôle de manière de s'en occuper. Et ça a été le travail que j'ai fait sur la Marche Rouge. Hein, c'est de découvrir que l'institution faisait du trafic d'enfants. Elle faisait rentrer des enfants à la main de leur mère. Hein. Vous avez une maman qui arrive avec un petit de 3 ou 4 ans, et la maman reste et l'enfant sort. Et il va où? Et il va où? Il n'a pas à sortir. Il n'a pas à sortir. Donc, il y a eu un trafic d'enfants absolument gigantesque pendant toute la durée de l'hôpital général, qui a duré pendant à peu près un siècle et demi. Et l'hôpital général s'est arrêté à la Révolution française et ça a été remplacé par l'assistance publique. Et les crimes commis à l'hôpital général n'ayant jamais été dénoncés, je ne vois pas à quel titre ils se seraient arrêtés. Ah justement, ça me fait penser à quelque chose que tu m'as raconté, que moi j'ignorais et que j'ai trouvé très intéressant. Parle-leur un peu de l'histoire des centres où il y avait les sourds et muets. Ah, ça c'est fou cette histoire. Ça c'est fou. Complètement dingue, ouais. Ouais. L'abbé de l'Épée était un ecclésiastique juste avant la Révolution, qui a découvert comment communiquer avec des sourds et muets par les mains, par le langue des signes. Comment a-t-il découvert ça? Il s'est rendu compte que on lui avait demandé s'il voulait venir s'occuper de 2 sourds muets. On faisait souvent appel à des ecclésiastiques, à des abbés pour s'occuper d'un enfant. Tu vois, des parents qui avaient un enfant sourd, ils faisaient venir quelqu'un pour essayer de s'en occuper. Et là, on a fait venir l'abbé de l'Épée pour s'occuper de 2 enfants. Et il s'est rendu compte que les enfants entre eux communiquaient. Donc, il est rentré dans leur jeu de communication et c'est là qu'il a appris lui-même la langue des signes, qu'il a développé la langue des signes, qu'il a créé l'Institut des jeunes sourds, etc., etc. Donc, vous avez l'Institut des sourds qui a été créé, qui existe toujours. Hein, il est dans le 5e arrondissement, je crois. Et la France a été, à la veille de la Révolution et pendant la Révolution, à la pointe de la libération des sourds par le développement de la langue des signes. C'est-à-dire qu'à partir du moment où les entendants se mettent à apprendre la langue des signes, ils peuvent communiquer avec les sourds, développer chez les sourds le langage et ensuite, éventuellement, même leur apprendre le langage sur les lèvres. Mais tout ça, ça passe par l'apprentissage de la langue que les sourds comprennent, que les sourds entendent. Donc, il y a eu une véritable révolution dans le monde des sourds, qui était un monde d'une grande tristesse. Hein. Un sourd, c'est quelqu'un qui est complètement isolé, qui n'avait pas de vie sociale. Donc, l'Institut des sourds a prospéré et la langue des signes est devenue une langue qui donnait accès au savoir. Et un jour, en 1881, c'est-à-dire 100 ans après la Révolution française, on décide à l'échelle européenne, il y a un grand congrès qui s'appelle le congrès de Milan, je crois, si mes souvenirs sont bons, et on décide d'interdire la langue des signes. Alors j'en ai parlé, je connais des sourds, j'en ai parlé à des gens qui ne sont pas intéressés à la chose et qui m'ont dit mais c'est incompréhensible. Ben, j'ai dit moi attendez, c'est incompréhensible tellement. Qu'est-ce qu'on peut faire à des gosses qui ne peuvent plus communiquer? Qu'est-ce qu'on peut faire à des gosses qui ne peuvent plus communiquer? Qui peut avoir intérêt à empêcher des enfants de communiquer? Je vous laisse deviner. Et là, il y a une enquête à faire. Alors, j'ai pas le temps, mais il y a des gens qui s'y intéressent. Il y a une enquête à faire. Qui a pu décider d'arrêter, de permettre aux sourds de communiquer entre eux et de communiquer avec les entendants? On a vite compris pourquoi. Hein. À votre avis? Hein? Il y a du boulot à faire là. Mais j'ai quelqu'un, je connais quelqu'un qui s'est lancé dessus. Mais on peut s'y mettre à plusieurs. Congrès de Milan 1881. Comme un seul homme, l'Europe décide qu'on arrête, qu'on interdit la langue des signes. C'est-à-dire qu'on renvoie les sourds à leur isolement et à leur monstrueux. Qu'est-ce qu'il peut y avoir derrière? À votre avis? Ça date pas d'hier que ce sont des enfoirés. Et je dis enfoirés parce qu'on m'a demandé d'être gentil ce soir. Oh, cyber sauvage. Donc, ouais. Non, ça date pas d'hier. Moi, je pense que les trafics d'enfants, il y en a toujours eu. C'était secret. C'était secret. D'ailleurs, moi qui ai lu, alors pas abondamment, mais j'ai lu quelques bouquins de Gabriel Matzneff pour me faire une idée. Il le dit, hein, il défend les pédophiles, les philopèdes, les pédophiles, il trouve ça beau, il trouve ça magnifique, etc., etc. Mais il dit à différentes reprises, mais on a eu tort de sortir du bois. On a eu tort.
On n'aurait pas dû. On n'aurait pas dû. Il aurait fallu rester caché. Ah bah oui, mais c'est trop tard. Voilà, voilà. Je pense qu'il y a certains pervers, enfin, je sais pas, les pervers prennent un malin plaisir à provoquer et à se trouver dans des situations dangereuses. Et là, ils ont poussé le bouchon trop loin maintenant. Maintenant, ça va. Maintenant, ça se sait. Maintenant, ça se sait. Maintenant, la vérité progresse. Vous savez, j'ai une image que j'ai trouvée hein, moi-même. C'est dans mon imagination que je l'ai trouvée. Que la vérité, c'était comme de l'eau enfermée dans une citerne. Donc, si vous avez une grosse citerne qui est complètement étanche et qui est remplie d'eau, si vous avez un tout petit trou dessous, l'eau sortira d'une manière ou d'une autre. Et le tout petit trou, c'est par quoi la vérité est en train de s'engouffrer. Puis alors, plus elle s'engouffre, plus et la vérité, c'est comme l'eau, elle finit toujours par trouver la sortie. Ça Et prend là, en juste ce un petit moment, peu plus de temps. ouais, ouais. Non, mais là, le trou, c'est une brèche. Hein. Maintenant, c'est plus un petit trou, c'est une brèche. C'est une Ouais, brèche. il y a Sylvie dans le chat qui te demande de parler de la marche rouge. Ah, la marche rouge. C'est en 1750. Il y a la police se met à enlever des enfants dans les rues. Moi, ça va pas. Dire. Alors, il y a des gens qui protestent. Qu'est-ce que c'est que ça? Vous avez enlevé mon gamin, il revenait de l'école. Ben, allez le chercher au Châtelet. Alors, il y a des parents qui se mobilisent. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Mon gosse n'a rien fait et tout. Et puis, ah, mais les gens racontent n'importe quoi. Ils prétendent qu'on enlève leurs enfants, mais c'est pas vrai. C'est puis ici, puis une fois, deux fois, puis trois fois, puis quatre fois. Et puis, vous avez des artisans, des gens qui sont connus de leur quartier, de leur métier, de leur communauté, de leur environnement, qui se mettent à hurler, on a enlevé mon gamin, on a enlevé ma fille, et les gens commencent à se mobiliser. Et il est de fait que vous avez des enleveurs d'enfants qui quadrillent Paris et qui enlèvent des gosses. Et ça a mené une révolte, mais une révolte, vous ne pouvez pas vous imaginer. Alors, il y a pendant quand on lit les mémorialistes de l'époque, comme Edmond Barbier ou le marquis d'Argenson, on se rend compte que il raconte la rumeur dit qu'on enlève des enfants, c'est-à-dire que c'est d'abord la rumeur, c'est-à-dire les gens, quoi. Les gens disent, et puis la rumeur dit qu'on n'a pas le droit de dire des conneries comme ça, quoi. À quoi ça rime de raconter des choses comme ça? Et puis petit à petit, la réalité apparaît. La police avait des ordres d'enlever des enfants. Et il y a eu, à partir alors les premiers enlèvements d'enfants ont eu lieu au mois de septembre 1749. Et arrivé au mois de mai, il y a une accélération qui s'est faite. Et là, en mai, il y a eu une explosion de violence, un soulèvement parisien. Un soulèvement parisien. Et là, les parents ont pris, ils ont pris les armes. Alors, les armes des artisans, ça peut être des maillets, des bâtons, des marteaux, ce que vous voulez. Et ils ont fait une chasse à l'enleveur d'enfants. Ça a été absolument épique, épique, épique. Et ça a été, d'après ce qui a pu en être observé, la plus grande émeute, le plus grand soulèvement, la plus grande violence à Paris entre la Fronde 1648 et la Révolution française 1789. C'est-à-dire c'est vraiment dans le mi-temps de cette période, un soulèvement de parents qui ont fait la chasse aux flics. Alors les autorités ont fini par accepter enfin, les juges ont fait un procès. Il y a eu un procès et dans le procès on a noyé le poisson. C'est-à-dire que c'était des enleveurs isolés. Et les enleveurs isolés, quand sont arrivés au tribunal, ils ont dit, et ça, attendez, ça c'est l'ordre écrit du lieutenant général de police que j'avais à la main. Là. Vous voulez le voir? Vous voulez le voir? Et en fait, les juges étaient de mèche. Les juges étaient de mèche pour essayer de minimiser la chose. Et le procès s'est soldé par il y a eu mort d'homme. Il y a eu mort d'homme. Hein. Il y a eu 5 ou 6 morts, je crois, des enleveurs d'enfants qui ont été massacrés par la foule. Ça a été atroce. Ça a été vraiment dégueulasse. Mais enfin bon, ça a été dégueulasse. Des gens qui avaient véritablement enlevé des enfants. Hein, c'est pas bon. Et il y a eu 3 condamnations à mort. C'est des émeutiers, dont notamment 2 qui n'avaient absolument pas de sang sur les mains, mais qui avaient mené la révolte. Et tous les enleveurs d'enfants s'en sont tirés avec quelques livres d'amende. Et le jour où le jugement a été rendu, Paris
a été traversée d'un hurlement de douleur. C'est ça la justice, c'est ça la justice, c'est ça la justice. C'est évident que moi qui connais les dessous de l'affaire, je sais que les juges étaient rigoureusement complices des crimes contre les enfants commis à l'hôpital général. C'est clair et net, c'est clair et net. Alors, pourquoi enlevait-on ces enfants? Bon, ça, la question est quand même mérite d'être posée. Moi, j'ai cru quand j'ai commencé à m'intéresser au sujet, j'ai cru qu'on enlevait les enfants pour les amener au roi. Le roi aimait les petites filles, c'est n'importe quoi. Ça, c'est les choses qu'on peut croire avant d'avoir commencé à étudier. Le roi serait pas assez bête pour faire une chose pareille, vous imaginez, enfin bon, aller enlever des enfants, c'est du domaine du fantasme. Mais bon, avant de savoir, on ne sait pas. Donc, où allaient ces enfants? Où allaient ces enfants? Moi, je les ai retrouvés, les enfants. Ils allaient à l'hôpital général. C'est comme ça, d'ailleurs, que j'ai découvert l'hôpital général. C'est en cherchant les enfants qui étaient enlevés pendant la marche rouge. La marche rouge, c'est un mois, hein. Je les ai retrouvés à l'hôpital général. Donc, quel pouvait être l'intérêt d'enlever des enfants pour les mettre à l'hôpital général? Alors, il y avait plusieurs intérêts à enlever des enfants. Il pouvait y avoir de les envoyer aux îles. Et ça, il faut savoir que 1750, c'est le début du grand mouvement qui s'appelle les Lumières, où on commence à dire beaucoup de mal de l'esclavage. Mais on ne dit pas du mal de l'esclavage. Vraiment, on dit du mal de la traite des Noirs. Parce que les gens qui se dressent contre la traite des Noirs, ils vous expliquent que il faut arrêter la traite, mais il faut la remplacer par quelque chose de plus intelligent. Par exemple, si on revendait les nègres, revendre, c'est pas les libérer, hein. Si on revendait les nègres, on pourrait prendre des enfants dans nos hôpitaux et qu'on entretient à rien faire, et on pourrait les envoyer dans les îles où ils pourraient avantageusement remplacer les nègres. Alors, vous voyez l'humanisme du truc, hein, revendre les nègres et pas les libérer, et les remplacer par les enfants des hôpitaux. Alors, les enfants des hôpitaux, pourquoi pas? Effectivement, vous avez là des enfants qui pourrissent à l'hôpital général, pourquoi pas les envoyer aux îles et en faire d'honnêtes travailleurs dans les colonies? Mais alors, dans ce cas-là, puisqu'il y a des enfants à l'hôpital général, pourquoi en enlever dans la rue? Puisqu'il y en a. C'est vrai, c'est illogique. C'est illogique. Mais il y a une logique là-dedans. C'est que 1749-50, c'est l'époque où le roi, excédé par toutes les plaintes sur les violences, la concussion, toutes les horreurs qui se passent à l'hôpital général, a demandé à l'archevêque de Paris d'aller y mettre de l'ordre. Et au même moment, on commence à enlever des enfants dans les rues. Ce que les responsables de l'hôpital général ont pu imaginer que l'archevêque allait faire à l'hôpital général, je n'en sais rien. Ce que je sais, c'est que l'archevêque de Paris, en arrivant à la tête de l'hôpital général, à la demande expresse du roi, le roi lui a donné l'ordre d'aller mettre de l'ordre à l'hôpital général. Immédiatement, la magistrature s'est mise en grève pour empêcher l'archevêque de faire ce qu'il voulait faire à l'hôpital général. Et dans le même temps, on commençait à enlever des enfants dans les rues. C'est-à-dire que moi, ce que je soupçonne, c'est que les enfants, parce que j'ai découvert après que des enfants régulièrement, tout le temps, sortaient de l'hôpital général pour une destination inconnue. Au moment où l'archevêque est arrivé à Paris, il est vraisemblable, c'est une hypothèse, mais jusqu'à plus ample informé, je pense que mon hypothèse tient debout. L'arrivée de l'archevêque à l'hôpital général a fait craindre un épuisement de la ressource de sortir des enfants, et il a fallu aller en chercher d'autres. Et ça s'est arrêté avec le procès, mais les sorties d'enfants à l'hôpital général n'ont jamais cessé. Sauf que il faut quand même savoir que l'archevêque de Paris a été absolument empêché de faire ce qu'il voulait à l'hôpital général. Il a eu droit à une révolte comme un seul homme de tous les magistrats. Enfin, la magistrature s'est mise en grève. Ça a été infernal. Ils ont même essayé d'arrêter l'archevêque. À un moment donné, le roi a exilé l'archevêque hors de Paris pour le mettre hors d'atteinte des magistrats qui allaient le mettre en état d'arrestation. C'est effrayant, effrayant. Et on ne comprend pas ce qui peut se passer tant qu'on ne sait pas qu'il y a un gigantesque trafic d'enfants à l'hôpital général et que c'est secret et qu'il ne faut pas le savoir et qu'il ne faut pas le dire. Je vais vous expliquer un truc. Je raconte ça dans la Marche rouge. Vous avez les enfants qui sont abandonnés à la naissance ou abandonnés, enfin bon, confiés à l'institution, c'est pas toujours très clair. Ils étaient dans
dans une rue Saint-Antoine. Rue Saint-Antoine. Il y avait un établissement qui s'appelait la couche de Saint-Antoine, où les petits enfants restaient à 4 ans, 5 ans, 6 ans. Ils étaient là pendant 2-3 ans à la couche de Saint-Antoine. Et quand ils avaient 6 ans, ils rejoignaient pour les petites filles la Salpêtrière et pour les petits garçons la Pitié. Donc, j'ai eu accès au registre d'entrée et de sortie de la couche de Saint-Antoine, où ces petits-enfants sans parents qui avaient tous un nom, un prénom, un numéro de matricule et une origine, ils quittaient la couche de Saint-Antoine pour rejoindre la Salpêtrière pour les filles et la Pitié pour les petits garçons. D'accord? Ils mettaient 48 heures à faire 500 mètres. 48 heures. C'est-à-dire que les enfants rentraient à 10-12 dans un carrosse, ils montaient dans le carrosse rue Saint-Antoine et ils arrivaient 500 mètres plus loin 48 heures plus tard. Ils partaient à 12, ils arrivaient à 7-8. À votre avis? À votre avis? Où est-ce qu'ils ont passé 2 nuits? Pourquoi y en a-t-il qui n'arriveront jamais? Qu'est-ce qu'on leur a fait? Qu'est-ce que c'est que ces histoires? Et vous savez comment je peux être sûr que c'est un crime et que c'est pas une erreur? C'est que, partie de la couche de Saint-Antoine, admettons un lundi, les petites filles vont arriver à la Salpêtrière le mercredi et les petits garçons à la Pitié le mercredi. S'il y avait une erreur d'enregistrement, il ne peut pas y avoir une erreur d'enregistrement en 2 lieux distincts. Il y a plusieurs centaines de mètres entre les deux institutions. La Pitié et la Salpêtrière ne sont absolument pas l'un à côté de l'autre. Il y a le jardin des plantes entre les deux. Donc, il y a un bon kilomètre, et un bon kilomètre de plus entre les deux. Il y a 500 mètres entre la couche et la Salpêtrière, et il y a 1 kilomètre de plus pour arriver à la Pitié. Donc, dans le fonctionnement courant de l'hôpital général, on se sert d'enfants, et il y en a qui disparaissent, et ce sont les magistrats qui tiennent ça, les magistrats du Parlement de Paris, les opposants au roi, les opposants les ennemis jurés des jésuites. Alors là, sachez une chose, les gens qui dirigent l'hôpital général ont 2 ennemis, l'archevêque de Paris et les jésuites. D'ailleurs, pour eux, c'est pareil, sauf que l'archevêque de Paris n'était pas jésuite, mais pour eux, c'est la même chose. Tout ça, c'est un coup des jésuites qui n'interviennent à aucun moment dans l'histoire. À aucun moment dans l'histoire. Et on a accusé par la suite les jésuites d'avoir des mœurs dissolues. Jamais, jamais, il n'y a rien contre eux. Il n'y a rien contre eux. Et ceux qui les accusent. Je vais juste faire une micro-parenthèse. Excuse-moi, je t'interromps 3 secondes. C'est un grand débat entre moi et Marion. OK. Ouais. Moi, je pense que les jésuites sont des FDP, pour pas dire le mot en entier, et Marion pense qu'il n'y a pas de preuve de toute la saloperie qu'il y a derrière. Juste, je précise. Moi, je pense que c'est une inversion accusatoire. Je voilà, vais plus loin. Et moi, je pense que c'est la continuité de tout un tas de groupes. Mais voilà, écoute, comme quoi on peut être très copine et pas être d'accord sur quelque chose de non, mais cher Evo, je tiens à faire savoir que depuis que tu m'as dit ça, j'ai travaillé et j'ai regardé la vidéo que tu m'as dit de regarder et j'attends l'occasion de te faire mon retour sur ce que j'ai vu. Avec plaisir. Tu vas être ravi, tu vas en apprendre des vertes et des pas mûres. Tu vas en apprendre des vertes et des pas mûres. Donc voilà, c'est ça l'histoire de la marche rouge, c'est ça. C'est-à-dire qu'on enlève les enfants. D'une façon générale, des enfants sont trafiqués à partir de l'hôpital général et on se met à enlever des enfants dans les rues à une période où l'arrivée de l'archevêque de Paris à la tête de l'hôpital général vraisemblablement fait craindre que la source est tarie, quoi. C'est-à-dire qu'on trafique des enfants, on trafique des enfants. Alors, qu'on les trafique pour les envoyer aux îles, je veux bien, mais pas que. Les enfants qui mettent 48 heures à faire les 500 mètres entre la couche de Saint-Antoine et la Salpêtrière ou la Pitié, on les a pas envoyés aux îles. Ça a encore pas trop changé aujourd'hui. Hein. Vous avez encore des trucs comme ça quand ils sont envoyés dans des familles d'accueil, quand il y a des machins. Hop, ils vont faire un petit tour ailleurs. Oh, ils sont déplacés d'un foyer à un autre. Hop, ils vont faire un petit tour ailleurs. Bon, l'histoire se répète à travers les siècles et rien ne change. Et rien ne change parce que la chose n'a jamais été dénoncée. Hein. Moi, j'ai vu quand j'ai fait mes recherches sur l'hôpital général, j'ai quand même essoré à peu près tout ce qui était disponible au dépôt d'archives concerné, hein, aux archives de l'assistance publique de la PHP à Paris, un lieu magique. Hein, j'ai passé des journées entières et j'ai essoré tout ce qui était disponible comme
littérature, comme recherche, ça n'a jamais été fait. Je suis vraiment la seule. Alors, mon livre est sorti dans un silence assourdissant, je ne vous raconte pas. Alors là, on s'est empressé de ne pas en parler, comme d'habitude. De toute façon, moi, il y a une chose de sûre. Jamais les médias ne me relayent. Jamais. D'accord. Jamais. D'accord? Bon, c'est-à-dire que partout où où je suis allé, j'ai été censuré. Partout. D'accord? Bon. Ouais, Pas quand ici. vous voyez des mouvements, même tout petits, hein, qui commencent à être un peu plébiscités médiatiquement parlant, vous pouvez déjà vous Oui, poser quelques c'est questions. oui. En règle générale, que ça soit des personnalités, que ça soit des mouvements, que ça soit des associations, à partir du moment où c'est médiatisé, il y a toujours des questions qui se posent parce qu'on donne pas la parole à des gens qui dérangent. Non, 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 vraiment. Non, non. Voilà. Et moi, s'il n'y avait pas eu internet, jamais, 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 vous ne me connaîtriez. Jamais, jamais, jamais. C'est moi qui ai repéré, j'ai repéré Soral un jour. Il a dit, moi, je donnerai la parole à ceux à qui on la retire. J'ai dit, moi, monsieur. Et puis voilà, il m'a donné la parole, ça a duré ce que ça a duré, maintenant c'est fini. Enfin bon. D'ailleurs, c'est fini parce qu'il me l'a retiré la parole, hein. Il m'a censuré. Lui aussi. Bon, j'entrerai pas dans les détails, mais c'est pour ça que je suis parti. Parce qu'on ne me censure pas. Voilà. Si on me censure, on fait ça, je continue ma chemin plus loin. Plus loin. D'ailleurs, je Voilà. vais souligner quand même que la version officielle, parce que forcément c'est la plus entendue, c'est que Barion a été dégagé par des coups de pied au cul. Je vais vous garantir une chose, c'est que moi, Absolument. le moment où Marion est parti, moi et une autre personne que je ne citerai pas, on lui mettait la pression, on la pourrissait, on la faisait chier tous les jours pour lui dire la position de Soral par rapport à Madznef est dégueulasse, tu devrais te casser. Et c'est elle qui est partie, elle lui a écrit une lettre que nous connaissons car elle nous l'a lue, et ce n'est pas lui qui lui a mis un coup de pied au cul comme il a osé le Jamais, faire jamais, croire pour la jamais, dégager. jamais. C'est faux. Du Nous, tout, on du a tout, vu du tout. l'envers du décor, donc aujourd'hui, Ouais. je vous le dis, je vous le confirme, et je ne suis pas la seule, c'est elle qui est partie et Ouais. pas lui qui l'a dégagée. Bon, mais cela dit, moi, je maintiens ma position par rapport à Soral. Il m'a donné la parole et il m'a vraiment permis de faire ce que j'ai fait. Donc, je ne rejoindrai pas ses ennemis. Mais maintenant, je continue mon chemin ailleurs, hein. Je ne rejoindrai pas ses ennemis. Je ferai pas corps avec ses ennemis contre lui. Et je mentionne que Non. la Team F Society fait partie de ses ennemis. Parce que nous, il y a des propos qu'il a tenus aujourd'hui. Il a beau faire le gaillard, moi je l'ai en face de moi, je lui mets une grande tarte dans la gueule. Parce que quand le gars il te dit oh non, Madznef, ce n'était pas un pédophile, ce n'était qu'un éphébophile qui aimait les adolescents, nanana. Non, Madznef a dit textuellement qu'il faisait des petits garçons de 9-10 ans, qu'il aimait bien aller. Alors il dit ouais, toujours, c'est pas les réseaux. Non, si, Madznef a aussi parlé des réseaux dans ses livres. J'aime Bien bien. sûr, mais Donc il voilà. parle que de ça. Il parle que de ça. Et pour ne mentionner que ça, ah oui, si, alors la phrase choc, moi, c'est ça qui m'a fait me dire, mais en fait, peu importe ce que tu as fait, gars, pour moi, tu n'es qu'une merde. Il a dit, oui, bon, bah, Madznef, apparemment, il avait une petite bite. Donc, dans une femme de 50 ans, il ne touchait pas les bords. Il faut croire qu'il portait du 14 ans. Moi, une phrase comme ça, je suis désolée, le gars, je le mets sur une chaise, hein. Vraiment dégueulasse. Vraiment Voilà, dégueulasse. c'est ignoble, ça a pas de mots, et tu te vends et tu vends la réelle personne que tu es en disant des mots comme ça, en fait, pour C'est moi. vraiment dégueulasse. C'est vraiment dégueulasse. Ouais. Ouais. Après, on est intransigeant, vous le savez, hein, nous, on n'est pas, voilà, il en faut pas beaucoup peut-être qu'on est intolérant. En tout cas, moi, je le suis, je le sais, mais on peut pas se permettre le Mais la moindre écart. tolérance, il y a des maisons pour ça. C'est pas une vertu, la tolérance. Mmh. L'intolérance est un vice et la tolérance n'est pas une vertu. Intéressant ça. On n'a pas Donc le on droit va d'être intolérant, mais être tolérant, c'est bien. C'est et voilà. l'indifférence. La tolérance, c'est de l'indifférence. Être tolérant, c'est inadmissible. Être intolérant, c'est également inadmissible. C'est compliqué, hein. C'est compliqué. Oh, alors écoute, il y a des gens qui commencent à te poser des questions, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va, Vas-y, envoie. on va finir la dernière partie du live avec les questions que vous avez à poser. Mettez bien un grand cul devant avant de poser la question, et je vais commencer avec la première que je viens de voir parce qu'il y a 50 culs justement. Madame Sigaud, que pensez-vous de l'affaire Le Squarneck, s'il vous plaît?
Non, j'ai pas suivi, je suis désolée. J'ai Ah pas bah suivi. voilà. Alors celle-là, je l'ai pas suivie. Bon, bah attendez, on en tient un, on va pas le laisser partir maintenant. Alors il y en a Non, pas non, qu'un, j'ai, hein. Il y en a pas qu'un. hein? C'est ça qui est important à retenir, c'est que médiatiquement parlant, il parle d'un seul mec. En fait, il a 2 collègues avec qui il a bossé, avec qui il s'est retrouvé dans des hôpitaux et qui sont aussi chopés pour avoir violé des enfants. Donc en fait, là, Mais c'est un c'est réseau évident. couvert par Ces le gens-là travaillent en meute. voilà. Ces gens-là chassent en meute, c'est évident. Bah, il y a qu'à lire Matzneff, hein, il explique tout. Hein. Ces gens-là chassent en meute. Non, je veux dire, on en tient un. Pour l'instant, les autres, si j'ai bien compris, n'ont pas encore été arrêtés. Non, j'ai pas suivi cette affaire-là. J'ai pas suivi cette affaire-là parce que quand on commence à s'intéresser au sujet, ben, au bout d'un moment, on est quand même vite débordé. Et puis moi, je veux beaucoup me consacrer à l'aspect historique de la chose. Donc, c'est évident on peut pas avoir commis autant de crimes pendant aussi longtemps si on n'est pas protégé en haut lieu, c'est clair. Mais la France est un pays pédophile. La France est un pays qui, qui, qui suffoque entre les mâchoires d'une mafia pédophile. Je pense que la France est un des pays les plus compromis dans ces crimes. Et d'ailleurs, c'est parce que 22% là, de la pédo sur internet est hébergée en France. Petit chiffre. combien dis-tu? 22, 22 quoi? mondial. 22% de la pédo, sur internet, les sites pédos sont hébergés en France. Mondial. C'est monstrueux, c'est monstrueux, c'est monstrueux. Non, non, Voilà. mais c'est au cœur de l'État, c'est au cœur de l'État, c'est au cœur de. Alors, il faut pas en déduire que tout le monde est pédophile et que tous les juges sont pédophiles. Par exemple, c'est une aberration de dire ça. Mais il suffit que les pédophiles soient aux bons endroits, dans les endroits clés, quoi. Et la France est un pays qui est absolument vérolé. L'État français est vérolé par la pédophilie. Mmh. Vérolé, vérolé. Moi, j'avais une amie que je ne nommerai pas, mais que je salue, si elle me voit, qui me racontait qu'elle s'est battue pendant longtemps, ça a été une des pionnières hein, de ce combat, et elle avait rencontré des associations américaines extrêmement virulentes et organisées pour essayer de démanteler les réseaux, et qui lui ont dit on ne fera rien avec aucune institution en France, aucune n'est fiable, aucune n'est fiable. Aucune association en France n'est fiable. Du moment que vous êtes une association et que vous avez pignon sur rue, c'est fini. C'est clair. C'est fini. On est bien Point. d'accord là-dessus. Point. Il y a quelqu'un qui te pose la question, alors si tu sais pas, moi je pourrais répondre, mais Ah, ce que tu penses de Mère Teresa et de son association? ah j'ai jamais aimé. J'ai jamais aimé. Moi, j'ai toujours eu des pires soupçons vis-à-vis de Mère Teresa. Ça, Alors je alors peux te là, les confirmer, hein, elle a bossé avec les ouf. Clinton et il y a des enfants qui sont partis, d'un point A à un point B et qu'on n'a jamais revus. Ah, mais alors Heu, ça m'étonne pas. on Moi, l'a j'ai traquée. jamais j'ai aimé cette pseudo. Oh là 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 là. Oh là 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 là. D'abord, elle avait un truc. C'est des témoignages que j'ai lus, hein, parce que voilà, peut-être qu'ils étaient orientés, j'en sais rien. Mais il paraît que les gens qui voulaient soulager les souffrances des pauvres, ils leur disaient non 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 non, la souffrance est rédemptrice. Non mais va te faire boire. Va te faire Mmh. boire. Quand on aime les gens et qui souffrent, on essaye de les empêcher de souffrir. On essaye de soulager leur souffrance. C'est la différence qu'il y avait dans le temps entre Saint Vincent de Paul et les jansénistes qui étaient ses ennemis. Saint Vincent de Paul, face à l'affreuse misère, il voulait la soulager, alors que les autres, ils voulaient l'enrégimenter. Les pauvres, les, les salopards voulaient la grande misère qui a explosé en France au lendemain de la Fronde. Vous aviez deux façons de la considérer. Il y avait celle des magistrats du Parlement de Paris qui ont créé à l'issue de la Fronde l'hôpital général pour enrégimenter les pauvres, les enfermer, les faire travailler de force, etc. Et vous aviez en face la bonté personnifiée que représentait Saint Vincent de Paul qui disait la souffrance doit être soulagée. La souffrance doit être soulagée. Quelqu'un qui souffre, il faut l'aider à ne plus souffrir. Quelqu'un qui a faim, lui donner à manger, quelqu'un qui a soif, lui donner à boire, quelqu'un qui souffre, le panser, le soigner, etc. Donc ça, c'est la charité telle que conçue par le grand Saint Vincent de Paul, auquel s'opposait le sadisme et la méchanceté, la dureté des magistrats inventeurs de l'hôpital général qui disaient les pauvres, il y a qu'à de toute façon, tout ça c'est des feignants, il y a qu'à les mettre au travail. Eh bien, cette Mère Teresa, je l'ai comprise comme la digne successeur de ces salauds du Parlement de Paris qui ont créé l'hôpital général. Les pauvres, s'ils souffrent, eh ben, ça leur fera le paradis. Non, c'est pas ça. Ça, c'est anti-chrétien, c'est l'inverse de ce qu'il devrait être. Et D'ailleurs, il y j'ai a jamais pu la blairer. Jamais. Elle me faisait froid dans le dos.
Il y a un truc et c'est assez drôle, bah, après, je suis obligée de le mentionner, mais pour ceux qui ont regardé Mister Robot, quand la psychologue lui demande: «Mais Elliot, qu'est-ce que tu as contre la société?» Vous savez, la fameuse phrase: «Fuck society». Et il dit: «Bah, je sais pas, je sais pas, peut-être le fait que tous nos héros sont des fraudes?» Et là, vous voyez tout un tas de personnes qui sont passées pour des héros par rapport à la société, genre Mère Teresa, Bouddha et compagnie. Et vous voyez, il met en exergue justement dans cet épisode en disant non, mais tous les héros qu'on vous vend sont des héros en carton. Parce que les vrais héros, c'est pas ceux que vous entendez, ce n'est pas ceux qui passent à la télé. Les vrais héros, vous ne les entendrez jamais. Claire Sévrac, c'est une héros, mais elle est morte et vous ne l'avez jamais entendue, à part, bon, bah, vous, oui, peut-être, mais le commun du mortel n'a jamais entendu parler de Claire Sévrac. Et voilà, bah, Teresa, elle fait partie de la même gangrène. Moi, j'ai compris que les enfants qu'elle sauvait de l'avortement, elle les laissait pas aux mères. Hein. Non, mais j'ai bien compris qu'il y avait un trafic d'enfants. Enfin, j'ai compris. Je le soupçonne, je le subodore. Il y avait un trafic d'enfants. De toute façon, il y a un truc très clair. Il y a un truc très clair. Qui s'est déplacé pour l'enterrement de Mère Teresa? Tous les puissants de la planète. Tiens donc. Ça. Tiens donc. Et au même moment, à peu près, hein, la douce et adorable Lady Diana, c'est le peuple. C'est le peuple. Le peuple a pleuré Diana et les puissants ont pleuré Mère Teresa. Voilà. Et Dalai Lama, tenez, juste une petite parenthèse parce que ça va un peu dans la même catégorie. Dalai Lama, il faisait des soirées, vous savez avec qui? Avec Kiss Ranière de la secte Nixium. Il y a énormément de photos de soirées où les deux, ils sont ensemble. Donc vous voyez bien qu'il y a vraiment personne de propre. Même Nelson Mandela et compagnie, ça aussi, c'est que des counterfeit, comme on dit en anglais. Nelson Mandela, j'ai du mal, moi j'adore. Ouais, bah ça fait. Enfin, moi j'ai vu des choses aussi. Il fait partie. J'ai des garçons en Afrique du Sud. Oh là. Il y a quelqu'un qui posait la question tout à l'heure, qui est quasi, on peut pas y répondre presque, mais bon, je la pose quand même parce que la personne insiste. C'est quel pourcentage de magistrats, juges et tout ça fait partie des réseaux pédos. Ouais. Aucune idée. Il n'y a pas besoin qu'ils soient très nombreux, il suffit qu'ils soient aux endroits clés, c'est tout. J'ai aucune idée. Je réponds juste à une question parce que c'est vrai qu'on me l'a déjà dit, c'est là. Question pour F-Society. L'acteur principal, Mr. Robot, n'est-il pas un pédophile? Alors, j'en sais rien. Je sais qu'il y a des sales trucs qui tournent sur lui. Après, il vient d'Hollywood. Moi, l'acteur, je m'en fous. C'est l'histoire et la trame. Et la trame, c'est quoi? C'est l'histoire que l'économie, que le monde est vérolé de l'intérieur, que ceux qu'on croit être des héros, ce n'en est pas, que quand on croit qu'il y a de libération, en fait, ça a été détourné, qu'il y a des réseaux pédophiles, qu'il y a du MK Ultra, parce que si vous comprenez la série, vous la regardez plusieurs fois, vous comprendrez, il y a des petits signes qui sont cachés. C'est un peu comme moi, il me fait un peu penser à sa façon, un petit peu plus moderne, certes, à Eyes Wide Shut. Il y a beaucoup de signes dans Mr. Robot qui ne sont pas visibles dès le premier visionnage. Vous regardez plusieurs fois, vous voyez qu'il y a des signes. On parle de MK Ultra, on parle de réseau pédophile, parce que le truc latent dans Mr. Robot, c'est la pédophilie. Et vous l'apprenez qu'à la toute fin. Donc voilà, on s'en fout de l'acteur, on s'en branle de l'acteur. C'est du Hollywood, c'est de la saleté. Moi, c'est le concept de la série, l'idée qu'il y a derrière. De hacker l'élite. Parce qu'il y a une scène qui est magnifique. En plus, regardez le beau signe qu'il y a dedans. Tout se passe à l'hôtel Giuliani. Bref, enfin, vous savez, celui qui a un nom italien, qui a des hôtels et des restaurants. C'est là où il se passe énormément de choses. C'était un copain de Epstein. Et c'est quand toute l'élite mondiale se trouve dans cet hôtel que Elliot, avec sa sœur, pirate tous leurs comptes bancaires, fait un doxing, c'est-à-dire exposer leur identité, leur compte bancaire, leur adresse, leur numéro de téléphone, et vide leur compte en banque pour les redistribuer à la population qui n'a pas le sou. Donc voilà, moi je. J'ai pas vu ça, dis donc, ça me manque. C'est magnifique, c'est un peu le Robin des Bois version hacker, et moi je trouve ça cool. En plus de ça, qui dénonce, voilà, le c'est très space. Hein. Après, il y a des saletés dans Mr. Robot, comme partout, parce que comme dans toutes les séries, il faut qu'on fasse du LGBT, comme dans toutes les séries, il faut qu'on fasse du féminisme. Ça, c'est de toute façon, ils peuvent plus y échapper aujourd'hui. Il n'y a pas une série, il n'y a pas un film qui sort s'il n'y a pas de la diversité, s'il n'y a pas du LGBT, s'il n'y a pas du féminisme et toutes ces saloperies. Donc, ça, c'est pareil. Tout ça, c'est Kinsey Rockefeller. Hein. C'est Kinsey Rockefeller, nouvel ordre mondial. Ça fait partie de l'agenda. Ça a été décidé comme ça. Je vous renvoie à ce qui va bientôt sortir, là, le texte de Judith Reisman sur la Troïka Rockefeller, Kinsey Rockefeller, CIA. Vous allez voir.
La bombe, de la bombe. Ouais, Jeudi 13-9, c'est une référence, hein, pour ceux qui ne connaissent Oh, pas. c'est magnifique. Elle est magnifique. Et elle est Visitez très justement la accessible, hein. chaîne de Marion et son site internet, elle vous en parlera grandement. Oh là là, Judith, Judith. Justement, tu parlais de Diana, il y a quelqu'un qui te dit là, que si elle avait été au courant de certains secrets de famille royale, ce que je pense évident, mais je te laisse répondre. Bon, moi, j'ai l'impression, bon, j'ai pas étudié le problème, mais j'ai pas étudié, mais on perçoit, bien sûr, elle est tombée sur ce qu'il fallait pas. Elle est tombée sur ce qu'il fallait pas. Elle était pure. C'était vraiment c'était une jeune femme de cœur. C'était un sucre d'or, je crois. Elle était à la fois intelligente et bonne, et elle est tombée dans un nid de vipère, quoi. Elle est tombée dans un nid de vipère. Et à mon avis, elle est tombée sur des secrets qu'elle aurait pas dû. Elle est tombée sur des informations. Vous vous souvenez de cette histoire de ce type-là qui s'est échappé tout nu d'une fenêtre de Buckingham? Ah, je l'ai vu, ouais, 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 ouais. C'est absolument ahurissant. Alors, les médias se sont précis. Là, je vous présente ma mignonne. Viens me dire bonjour. Hein. Ouais, de l'autre côté. Voilà. Bonjour. Dis bonjour. Oui, il se passe, on a vu un jour, ça doit faire une dizaine d'années, un homme nu, entièrement nu, descendant Je dirais plutôt d'une un petit fenêtre. garçon, moi, personnellement. Pardon? Moi, je dirais plutôt un petit garçon. Ça Non, ressemblait non, non, plus à non, non, un non, petit non, adolescent. un homme fait, non, non, glissant D'un drap. d'une corde de drap, une corde de drap, en plein jour, d'une fenêtre de Buckingham Palace. Attendez, qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors, les médias se sont précipités pour expliquer que c'était un tournage de film. Alors, il n'y avait pas une caméra, il n'y avait pas un projecteur, il n'y avait pas un caméraman, il n'y avait rien du tout. Mais c'est bon, il se passe des trucs dans ce Buckingham qui dépassent l'entendement. Moi, je me souviens de ces manifestations là, il y a quelques mois là, où vous avez des foules de Londoniens qui criaient famille royale pédophile, famille royale pédophile. Ça finit Ouais. par sortir, quoi. Et je pense pas que ce soit uniquement l'amitié du prince Andrew avec Epstein. Il y a beaucoup, Non, beaucoup. bah, juste Jimmy Il y a Savile, beaucoup je de veux dire, Oui, mais Margaret Thatcher, Jimmy Savile, voilà, toutes ces ordures, ils peuvent pas nier, ils peuvent raconter tous les bobards qu'ils veulent. Il y a que des débiles mentaux pour y croire à ce stade. vous savez, j'ai fait une vidéo il y a quelques mois, c'était pendant le confinement, le premier confinement, qui s'appelait l'OMS, la reine et les enfants. Allez regarder cette vidéo. Vous allez voir le rôle que tient la reine d'Angleterre là-dedans. Ouh là là là. En matière de trafic d'enfants à l'échelle mondiale, elle a un sacré rôle là-dedans. Elle Oui, il a y a un une sacré super rôle. vidéo avec elle. Moi, j'ai vu, je sais plus, je l'ai posté quelque part, je sais plus dans laquelle, je sais pas si tu as vu ça, Marion. Tu as la reine, en fait, qui visite, je sais pas quel endroit, et il y a un enfant, quand il la voit, il se met Quand il a, oui, accroupi, il se met oui, il roule par accroupi, terre. et il roule par terre et il s'en va, mais en marchant à 4 pattes, et il se casse vite, 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 vite. Oui, oui, Genre, oui, il oui, la j'ai vu voit, ça. mais il s'en va, quoi. Il s'en va à quatre pattes. Il lui passe entre les jambes. Les enfants, ils ont un sixième sens, ils sentent les choses, ils Ouais, sentent ouais, l'énergie ouais. pourrie qu'elle peut avoir, celle-là. On se demande comment elle est encore vivante, d'ailleurs. Ouais, mais Marion qui s'éclate avec son chat. Biloute. Oui, Ouais. Biloute. L'amour des animaux, vous savez, ça passe aussi par ça. Parce que quand vous voyez des gens qui n'aiment pas les animaux, en général, ils n'aiment pas grand-chose et c'est pas Ouais. forcément des gens bien. Voilà, voilà. Bon, Alors, il y des a encore d'autres questions? questions. J'aime bien les questions, moi. J'aime bien les questions. Allez-y, allez-y, posez vos questions que je les pose à. Parce qu'il y en a eu plein, hein, mais j'ai pas pu toutes les relever. J'ai essayé de les retenir, mais c'est un peu compliqué. Le chat allait un peu vite, malgré les 40 secondes qu'on vous a mis. Mais alors, que pensez-vous de 1000 cafés, infiltration grandissante des campagnes par Jean-Marc Borrello? Alors là, j'ai pas eu le temps de m'occuper de ça. J'ai été alerté. J'ai essayé d'alerter qui il fallait. Je n'ai pas pu suivre. Ça me semble horrible ce truc. Ça me semble absolument horrible. Mais moi, alors, moi, à mon niveau, je veux dire, faudrait trouver des gens pour relayer ça. Moi, je vois pas ce que je peux faire là-dessus. Je vois pas ce que je peux faire là-dessus, à part de dire que ça m'a l'air très sérieux. Qu'est-ce que c'est que ça? On va aller infiltrer les campagnes? Non, non, mais À quand ton prochain livre? oh, il faut que je l'écrive. Il faut que je l'écrive. La recherche est faite. La recherche est faite. Il faut que je l'écrive. Et j'ai repoussé pour tout un tas de raisons. Et il faut absolument, d'abord parce que j'ai plus mon éditeur, hein, je vous signale quand même. Hein, depuis le mois de janvier dernier, je n'ai plus mon éditeur.
contre-culture, c'est Alain Soral, mon éditeur. Alors, ça ne m'empêche pas d'en trouver un autre, hein, c'est pas un problème. Mais voilà, il faut que je m'y remette. Il faut que je m'y remette. Mais c'est pas un livre que je voudrais faire, c'est 3. C'est-à-dire que mon prochain livre, c'est Le pain du peuple, en 3 épisodes. Le pain du peuple au niveau avant les Lumières, ensuite les Lumières jusqu'à la Révolution, et après la catastrophe de la Révolution. Et comment on est passé du pain, denrée sacrée, à laquelle tout le monde a droit, à denrée, marchandise comme une autre, sur laquelle on a le droit de spéculer, qu'on vend le prix qu'on veut, et enfin voilà. Et comment le peuple français a été trahi et a perdu son, son droit à la subsistance. Voilà. Il y a quelqu'un qui dit: «Est-ce que toutes les 2 vous pensez qu'avec tout ce qui se passe, on tient le début de la fin de ces horreurs?» Moi, je pense que oui, c'est juste pas Oui, pour tout de ouais, suite, tout de suite. ouais, moi aussi je crois, je crois. Mais maintenant, je veux pas dire que le monde va aller, super bien, qu'il y aura plus de problème. Mais je pense qu'il y a un abcès énorme, énorme, énorme qui est en train de crever là maintenant. C'est vrai, oui, je crois, oui, je crois, oui. Et quelque chose qui alors, le mal continuera et reprendra d'autres formes. On va pas arriver à je crois pas qu'on va arriver au paradis terrestre, je ne pense pas. Mais l'horreur en cours va exploser, je pense, oui, oui, oui. L'abcès va crever et des arrestations vont avoir lieu, et je pense que ça va être violent. D'abord parce que tous les gens qui n'ont pas voulu nous croire. Vous savez, quand j'ai commencé à m'intéresser à ces trucs-là, et à parler autour de moi, les gens disaient: «Mais t'es pas bien, mais ça va, mais t'es dingue, hein». Et tous ceux qui m'ont prise pour une dingue, ils vont bien être obligés à un moment donné de voir que c'est moi qui avais raison. Alors, il y en a déjà beaucoup qui ont compris que c'est moi qui avais raison, mais ceux qui n'ont pas voulu, ceux qui ont refusé de voir, ça va être violent pour eux. Quand ils vont être obligés de voir, ça va être violent. Ça va être très, très violent. Ils vont comprendre que toute leur vie, ils ont cru à des mensonges, ils ont cru à des, ouh là, ça va être dur, dur, dur pour eux. Et puis nous, qui sommes au courant, ben on se mettra au balcon, puis on comptera les points, hein. Il y a quelqu'un enfin, il y a même plusieurs personnes qui ont demandé, mais ça, on n'a pas la réponse, les amis. C'est que devient Amaury, donc de l'affaire Séverine et Amaury, mais personne sait, en fait. Ils ont disparu, les gars. Il y a personne qui sait. C'est fait. Donc tous les magistrats ne sont pas lâches ou corrompus et le nettoyage se fait? Non, non, mais non, mais non. Mais non, il y a des magistrats très bien. Très peu. Souvenez-vous le juge Burgot. Regardez comment il a morflé, regardez comment il a pris. Il était intègre, lui. Vous vous souvenez le juge Burgot? Ouais, ah bah oui, C'est lui qui forcément. alors c'était pas un honnête homme, lui? Ouais, mais il s'est fait dégager avant de pouvoir faire le boulot qu'il aurait dû faire, quoi. Oui, mais en plus de ça, on lui a donné parce qu'il était jeune et inexpérimenté et on attendait qu'il trébuche. Mais c'était par définition un type intègre. Mmh. C'était Bah, un type comme intègre. Martine Bouillon, hein, mais c'est pareil, ça dégage à Oui, chaque fois. ah oui, oui, oui. Bah, je l'ai connue, Martine Bouillon. Elle était très sympa, Martine Bouillon. Elle a une flopée de gosses, là. «Oh Martine, où Mais si tu es-tu?» as encore des contacts avec elle, ça serait avec Non, non, plaisir que ça fait longtemps, de mais si elle chercher. me voit, «Coucou Martine, coucou Martine», j'aimais bien Martine Bouillon. Ça Ouais, fait ben moi longtemps. j'ai essayé de la trouver, j'ai pas réussi. Même si elle aurait pas voulu, réagir publiquement ou quoi que ce soit, j'aurais bien aimé lui parler en off et Mmh. malheureusement, j'ai jamais réussi à la retrouver, ne serait-ce que de savoir où elle vit, quoi. Ne serait-ce que la Ah, région, j'ai je ne sais plus du tout. Là, j'ai complètement perdu le lien. Mais je sais pas si on lance des appels comme ça, peut-être qu'elle nous entendra. «Coucou Martine». ouais, bravo, tu as eu du courage, même si ça t'a coûté cher. Au moins, Ouais, ouais, s'il y avait ouais. pas eu des gens comme toi, c'est un peu des précurseurs comme toi qui font que Bien sûr, mais c'est la somme de tous ces courages et de tous ces mais vous savez, on fait son chemin, puis après on arrête et puis on passe le flambeau aux autres, hein. ouais. On passe le flambeau aux autres. Bon, moi je suis pas arrêtée encore, mais parce que je fais de l'histoire, donc c'est un puissant fond. Même j'espère que mes recherches en histoire, ça va être repris. J'aimerais bien que des gens, par exemple, aillent retrouver des enfants, de l'hôpital général qui se sont retrouvés au Canada. J'aimerais bien savoir ce qu'ils sont devenus. Parce qu'il y en a qui ont été envoyés aux îles, vraiment, hein. Qui ont été envoyés aux îles, qui ont été envoyés au Canada, et il y en a qui ont été envoyés en Méditerranée. Vous avez des enfants qui sont partis, c'était pas pour aller aux îles ni au Canada, qu'on les a emmenés à Toulon, si vous voyez ce que je veux dire. Hein. Mmh. Et moi, j'en parle dans La Marche Rouge. Le mémorialiste Barbier raconte, j'ai reçu une lettre d'un de mes correspondants à Toulon qui me dit, savez-vous ce qu'on veut faire de tous ces enfants qui arrivent régulièrement? On vient encore d'en voir arriver 200,
Quel est le but? Attendez, quand on amène 200 enfants dans un port comme Toulon, c'est pour aller où, à votre avis? Ouais. Hein? Qui est-ce qui fait du trafic d'esclaves? Qui fait du trafic d'esclaves? Qui faisait du trafic d'esclaves à l'époque? Non, qui en font toujours aujourd'hui, de toute façon, comprenez bien Et les la, gens. et la France participe. Et la France participe. C'est ça. Et tous La les France a toujours réseaux, participé. La France a toujours participé. tous La les preuve. réseaux, tous les trafics, c'est de toute façon tout au-dessus, c'est les renseignements, les agences secrètes par les gouvernements. Ok, les plus gros trafics, ça soit l'arme, les armements, la drogue, les organes, les enfants, ce sont les services secrets pour le gouvernement. C'est eux les maîtres absolus de tous les trafics de la planète. Soyez-en convaincus. Ça, t'en sais plus que moi. Ça, t'en sais plus que moi. Ah ben Enfin, non, c'est mais de toute certain. façon, si tu grattes dans Epstein, tu comprends. Tu vois qu'il y a du trafic d'uranium, de pétrole, bancaire, du trafic d'organes, du trafic d'enfants, du trafic d'armes. Et c'est qui derrière? C'est la CIA, c'est le Mossad, c'est le MI5, le MI6, c'est la DST. Voilà, ce sont en fait, les agences secrètes qui sont censées être là pour savoir s'il y a des problèmes Qui sont de là censément sécurité. pour défendre leur pays et qui. Oui, oui, tout à fait. Ouais, Voilà, ouais. et c'est pas du tout la sécurité du pays. Ils font le trafic de tous les trafics pour le compte des gouvernements. Et vous savez, il y a une phrase qui peut paraître un peu Pour le compte du ridicule. gouvernement ou même pas, ou même pas. Moi, je vois la CIA, par exemple, par rapport à l'étude que je viens de terminer de lire, Pour les mettre au-dessus du gouvernement. pour les mettre, pas pour les gouvernements, pas pour les gouvernements. La CIA est en roue libre depuis Oui, très bah longtemps, c'est le patron. alors que, alors qu'elle avait en son sein des gens qui sincèrement voulaient travailler pour le renseignement, pour défendre les intérêts patriotiques américains. Alors que c'était pas du tout le cas, quoi. Bah, exemple, le trafic The Finders. Le Finders, c'est un dossier de je sais pas combien de centaines, voire de milliers de pages, où des gens qui rentrent dans la CIA, qui sont assez des débutants, en fait, qui sont des petits agents, découvrent que la CIA elle-même trafique des enfants et des organes, et le truc a été classé dans les années 90. Donc, c'est là que tu comprends. Après, oui, comme tu dis, il y a des gens au-dessus du gouvernement. Le gouvernement, en fait, c'est le patron de la boîte, enfin, c'est le gérant. Ok, la CIA et toutes les agences secrètes, ce sont les employés. Et qui sont les actionnaires? Ben, c'est l'élite qui est au-dessus. Ouais. Voilà. Donc c'est eux, c'est eux. Epstein, c'est un exemple absolument concret qui vous explique tout. Et quand on entend souvent la phrase, vous savez, pour la drogue, les dealers de shit et tout dans les cités, on dit toujours l'État n'aime pas la concurrence. C'est exactement ça. C'est exactement ça, mais sauf que ça concerne tous les trafics. Alors, il y a une question, je suis obligée de te la poser parce que je l'ai vu passer 3-4 fois et je ne sais pas du tout de quoi ça parle. Un mot sur la vidéo de Pierre Court accusant Soral de bestialité et que pensez-vous de la situation Québec-Canada? Question réseau, mieux ou pas? Alors, le Soral, j'ai rien à dire. J'ai rien à dire. Je me suis pas penché sur le truc. Donc, s'il y a des gens qui ont des trucs à dire, qui s'en débrouillent, je n'entre pas là-dedans. Je n'entrerai pas là-dedans. Le truc au Canada, je suis pas au courant, c'est quoi? Je pense que la question, c'était surtout de savoir si c'était mieux par là-bas ou pas. Bah, pas du tout, c'est Ah, exactement la même chose Canada, partout. c'est l'horreur. Le Canada, c'est l'horreur. Ils sont en état presque de mort avancée. Je veux dire, c'est l'horreur. D'ailleurs, ils réagissent, hein. Ils réagissent et ils soulèvent. Mais le Canada est entre les mains du nouvel ordre mondial de façon monstrueuse, monstrueuse, monstrueuse. C'est, voilà. Je pense que le Canada, il y a encore 30 ans, c'était un pays catholique. Donc, l'agenda LGBT, là-bas, il a pris le pouvoir. Oh putain, alors ça, je peux vous le garantir parce que j'ai vécu au Canada et je vais vous raconter une petite histoire. J'étais au restaurant indien et il y avait un trave à côté de nous, un trave trans, voilà, un mec qui se prenait pour une gonzesse. Et, en fait, il avait sa vidéo YouTube ou je sais pas quoi, il écoutait du hardcore metal, je sais pas quoi, à fond, au restaurant, dans un tout petit restaurant indien. Vous savez, les restaurants indiens, c'est jamais très grand. La Oui, je vois promiscuité bien, je vois le genre. Ouais. voilà, la promiscuité entre les tables, c'est pas immense, hein. Et moi, quand je suis au restaurant, c'est un moment de plaisir, de partage, voilà, j'adore la bouffe, hein, Marion aussi, elle adore la bouffe. Et bien, moi, je le regarde d'un œil du genre: «Mais tu fais quoi toi? Tu te crois où?» Et je commence un peu à gueuler en lui disant: «Tu coupes ton téléphone, tu mets tes écouteurs, tu fais quelque chose» et le mec, rien à foutre, rien à foutre. Il Ouais, ouais, continue ouais. et il continue de regarder sa vidéo de hardcore metal à fond dans un restaurant, alors qu'il y a des gens qui sont en train de manger tranquillement et Ouais. du coup, j'appelle le patron. Le patron, il me dit: «Non, non, faut rien dire, c'est un trans». Je Voilà. fais: «Et alors?» Il fait: «Non, mais il va porter plainte, il va appeler les flics Voilà, si vous lui voilà. dites quelque chose parce qu'ils vont dire que c'est de la discrimination» et du coup, moi, Voilà. le mec, j'ai été le voir, je fais: «Écoute, je sais pas pour qui tu te prends, je sais pas dans quelle putain de ferme tu as été élevé toi. Ton téléphone, tu vas le couper, sinon je vais te le mettre dans ta soupe».
Et il m'a regardé choqué et tout le monde rigolait à ma table. Mais les autres, si vous voulez, à ma table, ils rigolaient parce que c'était des Français qui, voilà, déjà, un, ils me connaissent et deux, en France, on ferait exactement la même chose. Mais les gens autour, les Canadiens, ils te regardent du genre, oh là là, elle est dans la merde, oh là là, elle est dans la merde. C'est la prise de pouvoir des minorités, mais ça va, c'est ça qui va arriver, c'est ça qui va toucher à sa fin. C'est ça qui va toucher à sa fin. Tu peux pas dire d'un juif voleur qu'il est voleur parce que c'est parce qu'il est juif. Tu peux pas dire d'un homosexuel malotru qu'il est malotru parce que c'est parce qu'il est homosexuel. Tu peux pas dire d'une femme qu'elle est emmerdante parce que c'est parce que c'est une femme. On peut plus rien dire, quoi. On peut plus rien dire. Et c'est une tyrannie qui va toucher à sa fin. Toucher à sa fin. Je pense qu'on va revenir à des modes de fonctionnement un peu plus normaux. Mais le problème, c'est le Canada il est vérolé par ça. Mais moi, j'adore les Canadiens. Mes cousins, moi, je peux plus les voir. Enfin, non, je les aime bien. C'est pas que je peux plus les voir, c'est juste qu'ils m'ont dégoûté parce que et tu te dis, mais merde, c'est la saloperie qu'ils mettent dans l'eau, dans la bouffe et dans l'air là-bas qui les rend cons ou comment ça se passe? Parce que vraiment, moi, j'en pouvais plus. Je serais restée là-bas, j'étais bien dans la campagne, dans la forêt, j'étais pas en centre-ville. Et même dans la campagne et dans la forêt, tu vois et t'entends des choses. Tu te dis, et je vais vous raconter un truc. Ma petite nièce, elle est là-bas. Alors déjà, le niveau scolaire, j'en parle pas parce qu'elle avait des 11 et 12 à l'école quand elle était en France. Là-bas, elle a été décorée la meilleure élève de tout le collège. Elle avait sa photo, vous savez, la meilleure élève. Elle avait des 17 de moyenne parce que le niveau est à chier là-bas. On essaye d'en faire des débiles. Et alors. Ici, c'est pareil. Ah ouais, mais c'est pire là-bas, ça je peux te le garantir, c'est pire. Quand tu passes d'une moyenne de 11, 12, vraiment très limite en France, tu arrives au Canada et que la gamine, la même année, elle fait un 17 de moyenne, tu sens qu'il y a un souci. Et là-bas, ils n'ont pas le droit de corriger les copies des examens avec un stylo rouge, car c'est une agression psychologique sur l'enfant. Je déconne pas, hein. Ils n'ont. C'est du délire. Et puis les toilettes pour les trans, il y en a. Que ça soit dans les petites écoles, dans les collèges, l'équivalent des collèges et tout, il y en a partout, même en campagne. Alors c'est ce que je dis, je pense que le Canada, en tout cas le Québec, a été complètement colonisé par ça, mais je dis ça ne durera pas, c'est ça que je veux dire, ça ne durera pas. Je pense que la réaction se prépare. La réaction se prépare. J'espère, mais moi j'ai l'impression, j'en perçois quelques signes. Justement, sur ce que tu dis, il y a quelqu'un qui dit, à votre avis toutes les deux, quand est-ce que le nettoyage, arrestation, etc. vont commencer? Moi, je dis pas avant 2024-25. Non, moi je pense que ça se prépare là. J'en sais rien, mais je pense que ça se prépare là. Il y a des choses qui se préparent là maintenant. Il y a des choses qui se préparent là en ce moment. Moi, je pense que ça va prendre encore. Je lis pas dans le mar de café. En plus de ça, j'ai tellement envie d'y croire aussi. Donc, faut pondérer ce que je dis aussi par la considération que j'ai envie que ce soit vrai. Mais c'est mon impression. Ça sera pas 24-25, ça sera avant ça. Ça sera avant ça parce qu'il faut que l'élection américaine soit purgée. Que ce soit purgé, il faut qu'il y ait un président élu. Là, on va pas continuer avec un président nommé par les médias et un autre qui déverse tous les trucs de fraude. À un moment donné, il va falloir trancher. Donc quand ça va trancher, ça va exploser. On te demande justement si tu vois une révolution pacifique. Moi, je dis juste non, pas du tout. Maintenant, je laisse répondre Marion. Ça ne sera pas forcément la violence pour nous. Ouais, c'est possible. Je crois que moi, je vois l'expérience gilet jaune. C'est que j'ai été gilet jaune avant les gilets jaunes. J'avais mon gilet jaune sur le pare-brise avant le 18 novembre. Hein. J'ai trouvé que c'était un mouvement extrêmement pacifique. Bon, alors qu'il a été complètement récupéré par les gauchistes. Alors, je les ai vus arriver. Les gauchistes sont arrivés, les gilets jaunes, les manifestations se sont vidées. Enfin, en attendant, on a fait quand même quelques belles, très très belles démonstrations de foule absolument énormes qui sont rigoureusement pacifiques. Alors pacifique, ça ne veut pas dire passive. Hein. Pacifique, ça veut dire qu'ils ne cherchent pas à casser, qu'ils ne cherchent pas à commettre des exactions. Et les casseurs, on les connaît, on sait qui les envoie, on sait qui les paye. Enfin, et je pense que la foule en France est encore en mesure de déjouer un certain nombre de pièges, mais ça veut pas dire qu'elle va forcément y arriver, mais je ne crois pas que ça se passe nécessairement par la violence.
Moi, je pense Mais on que a toute toujours dit ça des guerre, Français. il n'y a aucune guerre qui se gagne de manière pacifique. Moi, ça, c'est mon avis. Et que de toute façon, les gens qui nous ont fait tant de mal pendant tant de temps, vous voyez, les Soros, les Rockefeller, les J'ai pas Clinton, dit qu'il fallait les être gentil avec eux, hein. Attends, j'ai pas dit ouais. ça, hein. J'ai pas, Non, non, j'ai non, pas non, dit non, qu'il fallait mais être gentil avec eux, hein. Non, non, j'ai dit que la violence qu'on redoute, c'est la guerre civile, c'est les Français contre les Français, c'est ça qu'on peut redouter. Et ça, je ne le redoute pas. Je le redoute pas tant que ça. C'est ça que je bon, veux dire. on te demande si tu vas te faire vacciner. La question est un petit peu, N'importe quoi, ouais, n'importe quoi, parce que n'importe quoi. sincèrement, ici, demander à n'importe Quoi qui, je encore? pense que Non, mais attendez, puis quoi encore? et Alors moi, puis je vais vous expliquer quand même ce que je fais, parce que j'ai pas droit à l'hydroxychloroquine comme tout le monde, mais je vous explique que le quinquina, la quinine, ça se trouve, ça se trouve. Donc, vous allez dans une herboristerie, vous demandez de la racine de quinquina, vous faites des infusions avec, et vous avez votre chloroquine à la maison. Pas bête, hein? voilà, moi, ma petite recette secrète, c'est vous vous massez les pieds avec de l'huile, essentielle de thym au géraniol et au linalol. Le thym est une herbe Ah oui, c'est vrai ça. extrêmement Oui, puissante. ouais, C'est ça un c'est vrai. antifongique, antibactérien, Oui, oui, antiviral. exact. Ça répare la peau. C'est en fait, il y a des textes, on en parlait hier d'ailleurs, il y a des textes, bibliques qui disaient que justement, c'était une herbe, il fallait pas que les gens le sachent. Parce que c'est vraiment une herbe miraculeuse. Moi, dès que j'ai un coup de froid, que je sens que je vais attraper un rhume ou quelque chose, je me masse les pieds avec de l'huile essentielle et je bois du thym frais dans de l'eau chaude. Je vous garantis qu'en 24-48 heures, il n'y a plus rien. Le Eh thym, ben, moi, j'utilise c'est beaucoup un le truc thym de fou. aussi. Ouais, ouais, C'est, j'utilise beaucoup le thym. Mais je vous explique quand même que la racine de l'écorce de quinquina, ça se trouve en herboristerie. Et que vous pouvez vous faire de petites décoctions. Et je vais même vous apprendre que le roi Louis XIV a eu pendant, je sais pas quel âge il avait, enfin toujours est-il que la santé du roi, ça faisait le souci de beaucoup de gens, et il a attrapé un truc, il avait des courbatures, il avait mal à la tête, il avait le nez qui coulait, enfin bon, il était pas bien. Oui. Ben, on lui a dit, Majesté, il y a un truc, ça vient d'Amérique, et on lui a fait du quinquina. Et il s'est guéri comme ça. mmh, Il s'est guéri comme ça. Ce qui veut dire que quand on dit que l'hydroxychloroquine elle a 70 ans, l'hydroxychloroquine peut-être, mais le quinquina qui est la plante, c'est-à-dire c'est la chloroquine c'est la synthèse, le quinquina qui est la plante, c'est disponible. mmh. C'est disponible. D'ailleurs, Et on peut s'en faire des infusions et des décoctions. exactement, les vieux remèdes comme ça à base de plantes et Bien je sûr. répète, l'huile essentielle parce que vous savez que quand vous regardez l'Égypte antique, l'Égypte ancienne, OK, les mecs est passés pour des dieux aussi parce que via, des remèdes, à base de masser les pieds avec des huiles, les soigner tellement rapidement que, bah, les populations pensaient qu'ils étaient pas humains tellement c'était incroyable. En fait, si vous voulez, les pieds on dit toujours les huiles essentielles, faut pas les mettre pures. Sur les pieds, ça ne craint rien. Après, faites le Mhm. test. Mais les pieds, c'est là où les pores sont les plus, ouverts. Donc déjà, ça rentre très Ah, rapidement dans le système ah, et les pieds, ils sont quand même faits pour supporter beaucoup. mhm. Donc, vraiment par les pieds, c'est indispensable. Et vous vous couchez le soir, vous allez voir, mais vraiment le lendemain, c'est incroyable. Les huiles essentielles, les herbes, le monde et l'être humain, il est parfait. La nature nous donne tout ce qu'on a besoin. Quand ils font des médicaments et des saloperies, avec quoi ils les font à la base? Ils les font en étudiant ce que la nature propose. Et après, ils vous en créent des dérivés chimiques qui sont faits en laboratoire, dilués 1 million de fois, donc leur efficacité, hein, et vendus alors que tout est dans la nature et c'est gratuit. Non, mais attends, le métier d'herboriste, ça fait pas longtemps qu'il a été supprimé. Il a été supprimé au lendemain de la guerre. Voilà. Avant, il y avait des herboristes partout. Aller se soigner quand on était malade, on allait chercher des herbes chez l'herboriste. Et l'herboriste, il connaissait son métier. D'ailleurs, j'espère. Tiens, ça fait une partie des choses qu'il faudra réhabiliter, ça. Quand on aura renversé ce pouvoir dégueulasse, il faudra réhabiliter les herboristes. Il faudra recréer des diplômes d'herboristes, recréer des herboristeries parce que ça, les gens se sont toujours soignés par les herbes. Toujours, toujours, Mmh. toujours. Et Toujours, oui. toujours. Et moi, j'ai un petit côté comme ça, j'aime bien fabriquer, j'aime bien euh, diluer, je fais des crèmes, je fais des élixirs, je fais des trucs et des machins. Ça fait longtemps, longtemps que je fabrique, par exemple, avec de l'huile essentielle et de la lanoline. Et de la lanoline, on peut se faire des crèmes, hein. La lanoline, c'est de l'huile de laine. Incidemment, la lanoline, avant, ça se trouvait dans n'importe quelle pharmacie pour rien, quoi. Le pharmacien, vous arrivez avec un pot, il vous prenait de la lanoline. Maintenant, on vous dit quelle marque? Pardon? Quelle marque?
Maintenant, la Hanoïne, c'est une marque, et puis on l'a fait venir d'Amérique, parce que les Français, ils savent plus récupérer de la laine de la graisse de mouton. On est obligé de la faire venir d'Amérique. C'est tous ces trucs-là qu'il faudra réhabiliter. Quand on aura renversé ce pouvoir dégueulasse, on va réhabiliter la vie saine, la vie à la campagne, on va recréer des herboristeries, on va recréer on va refaire des circuits courts. Oh, ça va être beau. Ah, ça va être beau. Vous Ouais. allez voir. D'ailleurs, Vous ce qui est allez assez voir. amusant, c'est que vous voyez, aujourd'hui, si vous suivez un peu Projet Veritas, c'est des gros lanceurs d'alerte aux États-Unis, ils ont mis en exergue, il n'y a pas très 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 longtemps de ça, la liste de la blacklist de Google. Et dans le top 3, et je dis bien le top 3, d'accord? C'est pas Trump, c'est pas QAnon, c'est pas des trucs comme ça, c'est pas Pizzagate. Non, non, le top 3, c'est cure anti-cancer, remède naturel, plantes pour se soigner. C'est le top 3. La santé. Google vous censure les résultats. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est tellement censuré que quand vous allez même acheter sur des petits magasins bio et tout, d'huile essentielle, ils n'ont même plus le droit de marquer que c'est antiviral. Oui, 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 oui. Il y Non, a mais un attends, an, c'était encore écrit. Aujourd'hui, la moitié des sites qui sont sur la première et deuxième page de Google ne vous marquent plus que c'est antiviral. je crois que Google a du souci à se faire parce que j'ai l'impression que c'est bientôt fini aussi, ça. Ah oui, Google, voilà. Alors, ils vous censurent les huiles essentielles et ils peuvent pas arrêter les films porno, c'est ça? Ouais, c'est C'est ça, dingue, hein. c'est ça, c'est ça. J'ai compris, j'ai compris. Ouais, et je vais vous en donner une qu'ils aiment pas du tout. Il y a un gars qui est mort pour avoir donné beaucoup d'astuces comme ça, qui s'appelle le professeur Sebi, le docteur Sebi. Bon, c'est un illuminé, ça c'est clair, il était un peu taré, mais il disait pas de la merde. Pour vous et pour les enfants, vous faites vos propres pâtes de dentifrice et dedans vous mettez quelques gouttes d'huile essentielle de myrrhe. Mmh, Myrrhe. ouais. C'est un anti-carie de malade mental. Et je peux vous garantir que moi, j'ai des très gros soucis avec mes dents. Je suis une phobique du dentiste, puissance 50 millions. Et bien, j'ai des petits soucis qui sont partis grâce à ça. L'huile d'essentiel de myrrhe, c'est très cher. C'est peut-être une des huiles essentielles les plus chères. Mais quand vous voyez qu'il y a juste besoin de mettre quelques gouttes dans un petit pot en confiture où vous faites votre petite huile, votre petit dentifrice naturel, parce que le fluor dans tous vos dentifrices, ça vous Avec de endort. l'argile? Avec de l'argile, tu le mélanges? De l'argile, des petites huiles de goût de menthe là, Oui, non, non, mais je veux d'eucalyptus dire et l'huile essentielle, tu la mets bien sur un support, oui, oui, bien sûr, mélangé avec un solide. petit peu de bicarbonate, et Ah, du puis cannabis. voilà et c'est juste, c'est naturel, ça coûte que dalle sur le long terme parce qu'une bouteille d'huile essentielle, ça dure très, très longtemps. Il y a une date de péremption dessus, faut pas s alors franchement, c'est du pipeau. Voilà, péremption des huiles essentielles. Voilà, ça existe pas, l'huile de aujourd'hui, je vais vous raco juste comme ça, je vous donne ça comme ça, mais on retrouve des pots de miel Maya, on peut le bouffer. Vous voyez, aujourd'hui, ce qui pourrit en premier, c'est d'abord le contenant et pas ce qu'il y a Ouais, dedans. c'est pas ce qu'il y a dedans, ouais. Voilà. Donc, il faut reformater les gens, faut déformater les gens à toutes les conneries qu'on raconte et les médicaments, vous les trouvez dans votre jardin ou dans la forêt ou dans la montagne et pas dans une petite boîte, aseptisée qui s'appelle la pharmacie. Mmh. Non, mais ça fait pas longtemps que ça existe plus, hein, les herboristes. D'ailleurs, il y en a quand même des herboristes, on en trouve, mais avant il y avait un herboriste par village, hein. Il y avait un apothicaire par village, et un apothicaire, un herboriste, c'était, et l'apothicaire, c'était celui qui faisait. Moi, un jour, je suis allé voir ma pharmacienne, je lui ai demandé si elle pouvait me faire une préparation pour faire des inhalations avec des machins, de l'huile, de trucs, mais chez tout, j'avais la recette. Mais elle m'a demandé une somme absolument invraisemblable. Elle est allée le faire ailleurs. J'ai dit, il n'y a plus de préparateur en pharmacie. Elle m'a dit, non, c'est fini. C'est fini. Alors que c'était la base du métier de pharmacien. Un pharmacien, c'est pas quelqu'un qui va chercher une boîte le pharmacien, à l'origine, c'est celui qui sait faire. C'est fini. C'est fini. Exactement. C'est fini. Mais ça peut revenir. Ça ne dépend que de nous. Comme justement, il y en a Ça peut qui revenir. parlaient pour la santé des enfants. Vous voyez, les enfants quand ils se font leurs dents là et moi j'ai ma meilleure amie qui a eu un bébé justement, qu'est-ce qu'ils font? On leur donne des jouets en plastique, donc du pétrole, hein, dont il va y avoir des particules qui vont rentrer dans leur système. Ah, c'est magnifique. Vous savez ce que vous faites? Vous prenez une crème neutre dans laquelle vous mettez quelques gouttes d'huile d'essentiel de camomille qui est apaisante et ça va les calmer et vous le mettez sur la peau à l'extérieur, bien entendu, pas dedans, au niveau des gencives, sur le
visage parce qu'il y a on dit que les huiles essentielles, certaines sont dermocaustiques, c'est-à-dire que sur la peau, il peut y avoir une réaction allergique. Vous mettez ça au coin du coude, à l'intérieur du coude, et vous voyez s'il y a une réaction. Mais si vous mettez, je crois que c'est 1 pour 10, donc vous voyez en quantité, une huile ou une crème neutre, et dedans vous mettez quelques gouttes d'huile essentielle, et ben le bébé il va beaucoup moins souffrir si vous lui mettez de la camomille. C'est apaisant. Il y a tout de toute façon dans la nature. Bon, ça a dévié sur la santé, mais bon, en même temps. Dis-moi, il y a encore du monde là, je vois pas. Il y a encore du monde autour de nous. Oui, il y a encore beaucoup de monde. Mais alors, écoutez, dernière question, puis après tout le monde va aller manger, je pense. Bah oui, c'est ça là. Non, encore une question. Ouvrir une chaîne bien-être. Alors en fait, aujourd'hui, tu te prends des procès si tu donnes des conseils de santé. Non, laissez tomber. Faut pas. Ouais. Non. Faut se Mais passer ça. C'est des trucs de femmes, ça. On se file ça, de l'une à l'autre. C'est pas la peine. C'est pas la peine d'essayer d'officialiser. On se donne nos trucs comme ça. Est-ce que quelqu'un a une dernière petite question pour Marion avant qu'on aille à table? Donc on a la soupe. Non, c'est fini. Vous savez tout. Voilà. Un autre live avec Marion? Oh bah on peut le refaire, hein, vous savez, c'est toujours un plaisir, mais il faudra qu'on trouve un bon sujet. Bah, quand tu vas sortir ton petit livre. Ouais. Sur le pain du peuple. On me demande si je laisse la vidéo, bien entendu. Oui, oui, oui. Sauf si on nous la vire. Les 2 dernières vidéos, elles ont été strikées, donc. Enlève les enfants, qu'en pensez? L'ASE. Oui, oui, bien sûr. Bah, ça, c'est plus à une société parallèle. Ouais. Bah oui, une société parallèle, tu échanges, tu fais du troc plutôt que d'acheter et de revendre. Qu'en penses-tu, Marion? Que du bien. Que du bien. Je pense que du bien. Moi, je suis pour les circuits courts en tout. Et le premier circuit court, c'est échange, l'échange. Alors, je dis pas que la monnaie est inutile. La monnaie est certainement utile, mais là où elle est pas utile, il n'y a qu'à s'en passer. Oh, une question que tu vas aimer. Quel a été ton déclic d'éveil? D'éveil à quoi? Parce qu'il y en a eu plusieurs quand même. Hein. Moi, je pense que c'est du réseau, voilà, tout ce qui est pédo et compagnie. Tout ce qui est pédocriminalité, j'ai été alertée quand je suis arrivée dans Lyon, j'étais à la Ligue des droits de l'homme. C'était la mouvance dans laquelle j'étais. Hein. Moi, j'étais gauchiste, hein. J'étais chez trotskiste et tout. Alors, je suis tout envoyé péter. Hein. Faut pas s'imaginer que je suis arrivé ici avec encore un fil à la patte, mais enfin bon, j'avais quand même conservé un certain nombre de relations et la Ligue des droits de l'homme, ça me semblait bien, quoi. Alors, je devais être la seule à pas être franc la Ligue des droits de l'homme, mais il m'avait donné le chapeau en me disant, tiens, tu as envie de présider la Ligue des droits de l'homme de Lyon. Bon, bah, en marche. Puis alors là, il y a une dame qui est arrivée un jour. Vous êtes de la Ligue des droits de l'homme, oui. Et elle me raconte une histoire d'enfants, d'ASE, de machin. Oh, oh là 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 là. Pourquoi c'est tombé sur moi? Ben ça, je l'avais bien cherché. Et c'est là que j'ai découvert. C'est là que j'ai entendu le mot pédophile pour la première fois. Quand je suis tombé sur ce dossier, j'ai voulu enquêter comme une acharnée. J'ai voulu comprendre ce qu'il y avait derrière. Ça me semblait invraisemblable. Vous savez, j'avais vu le film. C'était pas Yves Boisset, la femme flic, c'était un autre. Non, c'était pas le film d'Yves Boisset, c'était le film de. Comment s'appelle l'autre qui a fait. Enfin bon, j'avais regardé un film qui racontait des histoires de notables qui couchaient avec des enfants et le ministère qui téléphonait en disant laissez tomber tout. Je me dis, il est con ce mec, qu'est-ce qu'il raconte, mais c'est n'importe quoi. Ça me semblait complètement aberrant d'oser imaginer que des magistrats ou des ministres puissent couvrir des criminels contre les enfants. Puis un jour, je suis tombée dessus, quoi. Un jour, je suis tombée dessus et mais ça m'a complètement bouleversé ma vie. Ça m'a complètement bouleversé ma vie. Et j'étais bien dans ma vie à ce moment-là. J'étais bien. Hein. Je venais d'arriver ici, j'étais heureuse comme un pape. Vraiment, vraiment, vraiment. J'avais pas besoin de me mettre ces emmerdements là-dessus. Mais ça, c'est le destin. Ça. C'est le destin. On choisit pas. C'est le destin qui nous choisit. Bon, j'aurais pu refermer la boîte en disant non, ça m'intéresse pas, mais c'est pas possible. D'abord, c'est pas moi. Et puis, si j'avais été comme ça serait pas tombé sur moi. Donc, j'ai voulu savoir. Et j'ai enquêté jusqu'à découvrir un machin, et puis Matzneff, et puis la suite, et puis faire de l'histoire, et puis etc.
Le déclic, ça a été de tomber sur un cas de petite fille violée dans sa famille et arrachée à sa famille d'accueil quand la famille d'accueil dénonce ce qui se passe dans la famille. C'est-à-dire quand la famille d'accueil, alertée de ce qui se passait pendant les visites à la famille, a prévenu les autorités de tutelle, comme c'était son devoir, on lui a arraché la gamine pour la rendre à sa mère. C'est ahurissant. Dans l'histoire, il y a un juge des enfants qui s'est suicidé. Enfin, c'est une histoire hallucinante, hallucinante. Et quand j'ai commencé à gratter là-dedans, j'ai dit, qu'est-ce qu'il y a derrière ça? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Puis j'ai gratté. Puis j'ai rencontré tout ce monde. Et puis j'ai compris que le mal, c'est une pieuvre unique, gigantesque pieuvre qui enserre le monde. Et là, on est en train de la mettre à mal. Je pense qu'elle va claquer, là. C'est l'impression que j'ai. Et on sera tous là pour voir la chute. Ouais. Mais Révo, j'ai pas dit qu'il fallait être gentil avec les pédos. Hein. Ah non, je sais bien, je connais. On est bien d'accord. Hein. Je connais ton avis. Non, je sais juste que... Et à Je veux juste pas que les raison, Français se mettent les uns contre les autres. C'est ça que je voudrais. c'est clair, il n'y a qu'un seul ennemi, il ne faut pas tomber dans les diversions pathétiques dont beaucoup tombent dedans la tête la première. Il y a un ennemi, c'est au-dessus. C'est pas ni à droite, ni à gauche, ni devant, c'est au-dessus. Voilà, tu sais, j'ai lancé un appel, j'ai fait un appel il y a 2-3 ans. J'ai dit mobilisation générale. C'était au moment où ils étaient en train de faire sauter du consentement, enfin bon, la loi Chiappa et tout. Alerte générale, il n'y a plus ni homo ni hétéro, il n'y a plus de droite, il n'y a plus de gauche, il n'y a plus de blanc, il n'y a plus de noir, tout le monde sur le pont, tout le monde sur le pont, tout le monde sur le pont. Ça concerne tout le monde, ça. Ce combat-là concerne tout le monde, tout le monde, tout le monde. Et puis quand on aura fait sauter ça, le pire sera résolu. Le reste suivra, forcément. Forcément. Bon, bah, je crois que sur ces derniers mots, on va vous souhaiter à tous une bonne soirée. Un bon appétit. Ouais, un bon appétit. Moi aussi, j'ai le ventre qui commence à gargouiller, là, Moi l'estomac aussi. sur pattes. Allez, ma petite Mimine, tu dis bonsoir. Dis bonsoir à la compagnie, ma mignonne. Allez, voilà. Ma Mimine. Ma mignonne. Biloute, elle s'appelle. Allez, bonsoir tout le monde. Allez, bonsoir. Dînez bien, à bientôt. Au revoir. Au revoir. On n'a pas pu répondre à toutes les questions, mais vous savez que c'est pas trop possible. Mais vous inquiétez pas, on recommencera. Et puis, bonne soirée tout le monde. Il y a qu'à venir me rendre visite sur mon site. Il y a qu'à venir me rendre visite sur mon site ou sur ma chaîne YouTube. Voilà, Marion Sigaud sur YouTube, marionsigaud.fr sur Internet, teamfsociety.com sur Internet. À très bientôt et Fox Society. Bye.